Alors, bon après-midi tout le monde. Bienvenue à ce panel d'échange sur la thématique de notre colloque. On a la chance de recevoir des représentants de 3 organismes que je vais laisser se présenter là, tour à tour. On les a entendus aussi dans le cadre des communications qu'on a faites cet après-midi. Donc, c'est vraiment un bonheur de pouvoir les rassembler. On a profité de vos agendas très chargés, puis là, de vous savoir tous présents pour notre événement cet après-midi. On s'est dit, quelle belle occasion aussi d'entendre la voix des jeunes. Donc, après avoir brièvement présenté, chacun va se présenter, on va avoir 2 blocs, si on veut, donc qui soulèvent des questions, des préoccupations qu'ont les jeunes par rapport au numérique. Donc, on va avoir un bloc plus petite enfance primaire et le deuxième bloc, ça va être plus les préoccupations des adolescents, donc des jeunes du secondaire. Donc, je vais vous laisser, c'est ça, chacun votre tour, dans l'ordre que vous le désirez, présenter un peu vos organismes. Je vais quand même vous nommer. Donc, on a Caroline, qui est représentante de l'organisme Pause, Marc-Alexandre d'Abilo Média et Emmanuel Duciel, en fait, avec qui j'ai la chance de collaborer. Donc, Caroline, je ne sais pas si tu veux commencer. Moi, dans le fond, je suis coordonnatrice du volet jeune de l'initiative Pause. Pause est une initiative multiplateforme qui vise à prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité, donc le contexte social dans lequel on baigne où l'usage des écrans a intégré nos vies à vitesse grand V et ça comporte son lot d'avantages, mais également son lot de risques. Et donc, Pause vise à outiller, informer, éduquer les parents, les jeunes adultes, les adolescents aussi, ainsi que tous les intervenants qui œuvrent dans les milieux de vie qui sont fréquentés par les jeunes et par les familles, afin de prendre des décisions plus éclairées en matière d'usage des écrans, et également avoir adopté finalement un usage plus conscient et une utilisation plus équilibrée au final. Donc, voilà. Aussi, tu l'expliques ce matin, en fait, que vous êtes comme une des campagnes, des campagnes très connues, là, que J'arrête, j'y gagne, tout ça. Vous êtes un peu dans le même... cette même idée de campagne de santé publique, l'âge public et tout ça. Exactement. Donc, Pause est réalisée par l'organisation Capsanon, une organisation à vocation sociale qui vise à aider les gens à devenir acteurs de leur santé. Et donc, c'est également l'organisation derrière le défi J'arrête, j'y gagne, To Go, qui est une initiative aussi de saine alimentation, promotion de l'activité physique, et Famille sans fumer. Et donc, oui, des grandes campagnes sociétales de promotion de la santé. Super, super. Donc, peut-être Marc-Alexandre, prochain panéliste. Que le micro soit allumé. C'est ça, moi, c'est Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation aux médias chez Abilo Média. Abilo Média qui a la mission, en fait, d'aller chercher des expériences des jeunes partout au Canada par rapport à leur utilisation, leur usage de la technologie du numérique et spécifiquement ensuite de pouvoir développer de la matière en ce qu'on appelle la littératie aux médias numériques. Bref, c'est-à-dire la façon que les informations nous parviennent, le média, la façon qui passe nécessairement aujourd'hui par le numérique et vice-versa. C'est-à-dire qu'il n'y a plus juste une information qui passe média ou traditionnelle nécessairement sans que ça passe vraiment par la technologie. Et la technologie elle-même va influencer la façon que le message nous vient. On le voit d'ailleurs très, très concrètement dernièrement avec les exemples de l'IA et le traitement de texte, par exemple. Plus que ça, on développe des ressources pédagogiques, toujours reliées au cursus scolaire pan-canadien, dans le but d'aider les salles de classe, mais aussi finalement les parents avec des fiches astuces et à peu près n'importe qui au Canada pour devenir des citoyens numériques plus... J'hésite d'utiliser le mot éclairé, il est tellement chargé dernièrement, mais en tout cas averti. Il y a un... OK. Allô. Merci de me recevoir. Puis je me sens vraiment choyée aussi d'être accompagnée de vous. On dirait là, bien tout phrasé. Je connais vos organismes, mais en rafale comme ça, c'est impressionnant de voir à quel point on a des atomes crochus sur la source de la problématique puis qu'est-ce qui fait qu'on se lève puis qu'on va travailler. Donc, moi, c'est Emmanuelle Parent. Je suis cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Son petit surnom, c'est la Fondation Le Ciel. Puis, on est un organisme de bienfaisance qui, comme vous, en fait, qui souhaite ouvrir une conversation sur les enjeux particulièrement de bien-être associés au numérique. Puis, comment on le fait, c'est avec des initiatives en sensibilisation
sensibilisation sur nos plateformes Instagram. On fait de la vulgarisation scientifique, on a un balado, mais ce dont on est le plus fier, là, notre fer de lance, ce sont des ateliers dans les milieux scolaires et dans le milieu avec les jeunes où on va voir les jeunes de 14 à 17 ans et aussi les jeunes maintenant d'école primaire, donc de 4, 5 et 6e année, pour avoir une conversation sur la place du numérique puis comment ça peut affecter comment on se sent, notre bien-être, nos relations sociales, notre attention, blablabla. On va en parler plus. Donc, c'est ça qui nous rend le plus fiers parce qu'on va en fait créer des petites étincelles chez les jeunes pour qui pour qu'il y ait plus peut-être un esprit critique par rapport à leur usage des technologies, puis qu'ils puissent en parler entre eux, en fait, parce qu'on ouvre vraiment une conversation, on leur offre une voix dans ces ateliers-là. Puis c'est ça. Je rebondis un peu là-dessus en disant, moi, j'ai la chance de collaborer avec le Ciel puis d'être animatrice. Puis quand on va vers les jeunes puis qu'on va entendre ce qu'ils ont à dire sur le numérique, on se rend compte, on déconstruit en fait certains peut-être stéréotypes qu'on a, certains mythes et tout, puis on va en parler. Mais aujourd'hui, c'est un peu le but finalement d'entendre les préoccupations des jeunes, d'entendre leurs questions. Puis quand on a des échanges avec eux, ben, on se rend compte qu'il y a sont très informés. L'esprit critique, ben, tu sais, plusieurs ont un esprit critique, tu sais, ont déjà une pensée critique par rapport à leur utilisation. Dans le cadre de l'atelier, entre autres, quand on vient de parler du modèle de l'économie de l'attention, ces choses-là, ben, tu sais, ça résonne déjà. Donc, ben, avec les questions qu'on a aujourd'hui, on se rend compte aussi d'un souci déjà, ben, même en jeune âge, là, de comprendre les impacts du numérique, de pouvoir aussi adopter de bonnes habitudes. Donc, il y a puis, ben, on a des spécialistes dans la salle aussi, mais d'entrer en dialogue avec les jeunes, hein, souvent qu'on parle de l'encadrement du numérique à la maison, donc de pouvoir comprendre aussi la culture du numérique. Tout ça, c'est des choses importantes dont on va parler, j'en suis certaine, dans le panel. Donc, ben, j'avais des questions introductives pour commencer. Fait que, ben, si vous voulez tous, on va y aller vraiment comme vous le sentez, fait que soit qu'une personne répond ou les trois, si vous voulez ajouter des choses, donc sentez-vous bien libre. Donc, la première, c'était, ben, on parle souvent d'écran, hein? Donc, peut-être pour partir notre échange, juste savoir c'est quoi un écran, c'est quoi la définition qu'on pourrait en faire, juste pour placer ça en début de discussion. Ça fait quasiment drôle de définir un écran, hein, parce qu'on s'en sert tous. Il y a personne, probablement, qui va entendre ce que j'ai à dire, qui va dire « Ah, un écran! Ben oui, l'affaire qui accumule de la poussière dans le coin. » Non, parce que c'est quelque chose qu'on a tout le temps à la main, c'est quelque chose qu'on a dans le coin de nos salles, c'est quelque chose qu'on a devant nous, qu'on garde sur notre portable. Mais l'écran, c'est pas juste l'objet en tant que tel, c'est-à-dire que tout le monde a accès à un écran, mais l'écran ne fait que représenter le phénomène de l'accès à l'information, aux médias, au divertissement qui nous vient en flux régulier et continu, qui fait en sorte qu'on a toutes sortes de possibilités de consommation, mais aussi de création, en passant par cette visualisation qu'on appelle notre écran. L'écran, finalement, c'est justement cette opportunité de communiquer avec un monde immensément plus large qu'on peut même se l'imaginer dans une capsule qui le rend accessible. Ouais, mon Dieu. T'avais-tu préparé ta réponse? C'est bon. Mais qu'est-ce que j'ajouterais aussi dans le sens pourquoi nous, mettons, quand on parle de bien-être numérique, puis on arrive avec les jeunes, puis on dit c'est quoi le numérique, c'est quoi les écrans? C'est sûr qu'on fait référence aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à notre téléphone intelligent, aux ordinateurs, à tout le matériel qu'on utilise là, comme pour, bon, se diffuser. Puis, quand on parle de la manière dont ces écrans-là nous impactent, c'est l'amorce d'une conversation, mais ça besoin d'aller beaucoup plus spécifique que ça dès qu'on commence à voir comment est-ce que ça peut nous affecter parce que les réseaux sociaux, les jeux vidéo ont pas le même fonctionnement, par exemple. Ils ont des modèles économiques qui fonctionnent différemment. Le contenu est pas pareil. Le côté social où on parle avec les autres est pas pareil non plus. Donc, pour moi, l'écran est peut-être une mise en bouche qui est finalement un peu parce qu'il y a des gens qui ont vécu qui n'avaient pas d'écran. Là. Moi, je suis née puis j'ai l'impression des écrans partout. Donc, c'est un peu un héritage de ça qu'on parle des écrans, mais en fait, rapidement, on va parler d'un truc spécifique qui se passe à travers ces écrans-là. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que ça inclut aussi nos télévisions. Je trouve que c'est des fois quelque chose qu'on oublie, qui sont maintenant connectées et intelligentes pour la grande majorité. Et donc, c'est sûr, mais comme Emmanuel disait, tout type d'appareil
comporte en fait différents types de risques aussi. Donc, c'est sûr que c'est une question aussi qu'il faut regarder, les types d'activités aussi qui sont possibles, qu'on peut faire à travers ces différentes sortes d'appareils-là. Donc, les écrans, il y en a et maintenant, il y en a sur nos montres. Il y en a partout. Hein? Puis c'est un ajout important aussi parce que, en fait, parfois, on entend, comme si tout à coup, là, ça a basculé du jour au lendemain. On avait des outils technologiques dans nos vies. Mais puis je me rappelle dans des présentations aussi de tout ce qui s'est fait par rapport aux impacts de la télévision sur le développement de l'enfant. Bien, c'est des choses aussi qui ont leur importance dans le sens que longtemps, l'écran a été longtemps, la télévision a été le seul écran dans la vie des familles puis des jeunes. Puis c'est une question très de juriste là, de placer les définitions au début. Il y a souvent ça dans les projets de loi aussi. Donc, peut-être un autre petit, juste pour placer le tout. Puis après ça, on va sauter dans les questions parce que j'ai une longue liste de questions des jeunes. Mais on entend souvent le terme temps d'écran. Donc, est-ce que ça inclut le temps qu'on passe, par exemple, à réaliser des travaux scolaires? Ou c'est quoi le temps d'écran, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, personnellement, en fait, quand on parle aux parents ou quand on parle aux jeunes en général, on va diviser le temps d'écran comme étant le temps à des fins de loisirs ou du temps libre qui est dédié aux écrans. Ce sur quoi j'ai peut-être un petit peu plus de pouvoir aussi en tant qu'individu et le temps que je dois accorder à des fins académiques ou scolaires ou professionnelles pour mon travail. Et donc, c'est sûr que celui-là, j'ai peut-être un petit peu moins de contrôle dessus. Donc, ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que les impacts, eux, font la différence. Donc, si on parle, on va dire, d'impact au niveau physique ou de la vision, il n'y a pas nécessairement de différence si c'est du temps libre ou si c'est du temps à des fins scolaires. Les impacts vont quand même se produire au niveau de la posture aussi, des choses comme ça. Versus psychologique, peut-être que là, à ce moment-là, ça dépend du type à des fins, à quelle fin finalement j'utilise mon temps d'écran. Donc ça serait mon explication. Je vais juste rajouter vite, et puis on peut peut-être y donner une petite définition un peu poétique dans ce sens-là, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'on avait à dire justement par rapport à l'usage du temps d'écran. Puis c'est probablement ce qui nous vient en tête justement le plus aisément quand on pense à notre temps d'écran. C'est mon outil. Mais si on va un petit peu dans le sens poétique, le temps d'écran, ça pourrait être cette question de la péripétie entre la créativité et le risque qui augmente au fur et à mesure. C'est-à-dire que le plus de temps que je passe sur le temps d'écran, le plus que je dois être conscient des risques des usages que je fais à l'écran pendant que je participe à des activités qui peuvent être tout à fait géniales, mais aussi qui sont connectées avec d'autres activités qui peuvent l'être moins. Puis, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je crois que, puis la question est là, c'est quoi le temps d'écran? Parce qu'on se le fait beaucoup demander. Même, je pense de plus en plus, les parents qui accompagnent leurs enfants, mettons, chez le médecin, se font demander ça aussi. Ils passent combien de temps devant les écrans? Puis ça suscite la question aussi de, OK, pourquoi on me pose, OK, on le mesure, on le pèse, puis on lui demande combien de temps il passe devant un écran. Donc, des fois, on se concentre beaucoup sur cette donnée-là. Puis la limite de ça peut être qu'on se concentre trop sur le temps qu'on passe devant, puis moins sur d'autres variables qu'on s'entend toutes qui sont super importantes, comme le contenu qu'il y a dans l'écran, le contexte dans lequel on l'utilise, la fonction qu'il occupe pour nous. Donc, le temps d'écran, c'est une variable qui est importante de considérer, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle fasse ombre à d'autres composantes de l'utilisation des écrans qui sont tout aussi, voire plus importantes que le nombre de temps qu'on passe devant. Super. Ben merci beaucoup pour vos réponses très éclairantes. Alors là, c'était comme le segment qui intéressait plus les adultes, là, le segment du début. Là. Fait que c'était le segment un peu plus définition, plus intellectuelle, là, si on veut. Là, on entre dans la partie réponse aux enfants. Donc, on va essayer dans nos réponses de faire ce qu'on peut pour en fait satisfaire là, ceux qu'on a interviewés dans notre entourage. Alors, on va commencer avec, on a la chance d'avoir une question de William, 4 ans. Et juste avant, je voudrais juste dire, puis là, ça va être un autre bout adulte, mais donc, c'est vraiment important, puis dans la démarche par rapport aux enfants ou au numérique, d'essayer de prendre en compte la voix des jeunes. Puis je veux juste dire que les Nations Unies, donc ça, peut-être ça va intéresser aussi jeunes du primaire, secondaire, ils ont fait participer plus que 700 enfants. Ils leur ont posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du numérique pour en venir qu'à écrire un texte qu'on appelle une observation là, sur les droits des enfants dans l'environnement numérique. Puis tout ça, c'est parce que
il y a un article là, qui est l'article 12 qui dit qu'il faut prendre en considération la voix des jeunes, leur participation dans les enjeux qui les concernent. Donc, aujourd'hui, on essaie de respecter l'article 12 finalement tous ensemble. Donc, là, maintenant, entrons dans les questions. Donc, la première question que j'ai, c'est de William, 4 ans. Alors, William, il se demande « Pourquoi ma maman veut seulement que j'écoute une émission des planètes, donc c'est une émission qui est sur les planètes, qui dure 8 minutes, ça a été ajouté par maman, après le souper, et pas écouter une deuxième, une troisième, une quatrième émission. Donc, pourquoi une seule émission? William, qui a 4 ans, et juste en précision, il dit « Je suis fâchée quand ma mère veut fermer la télévision après une seule émission, ou quand elle ne veut pas du tout que j'écoute la télé. » Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à William? Est-ce qu'il a raison d'être fâché? Est-ce que maman a raison? Un peu des deux. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer. Ben, je te comprends, William, d'être fâché. Non, mais je comprends William d'être fâché parce que, puis c'est correct, c'est normal parce que le contenu qu'il y a dans la télé, souvent, quand il est fait en plus pour les enfants, il est super bon, il est super bien construit, il y a plein de couleurs, ça l'avance vite, c'est intéressant, on s'attache aux personnages. Moi, ma nièce de 8 ans, elle tripe sur Pat' Patrouille, donc on passe beaucoup de temps à parler des différents personnages. Donc, on a envie d'en avoir plus. Fait que ça, c'est un sentiment qui est normal, qui est généré des fois par les émissions qu'on regarde, que ça soit sur YouTube, sur la télé. Donc, je pense qu'ici, peut-être l'avis de la mère qui peut être aussi soutenue par certaines recherches scientifiques, c'est que c'est important de, quand il est question de s'occuper puis d'avoir du plaisir le soir, de pas avoir tous nos œufs dans le même panier, qui veut dire de pas avoir seulement qu'une source de joie ou juste une source de distraction, de loisir le soir. Donc, peut-être qu'ici, qu'est-ce que la maman essaie de faire, en tout cas, qui serait bien qui démontrait bien pour les enfants, c'est d'avoir plusieurs choses qui nous rendent heureux, plusieurs activités, d'avoir une certaine variété. Donc, oui, je vais écouter un peu la télé. Je vais aussi, disons, aller dehors. Je vais aller jouer après avec mon frère, ma sœur. Ou, tu sais, je vais faire plusieurs choses qui fait que je ne dépends pas que de la télé pour avoir du plaisir. Fait que il y a d'autres choses à dire aussi, mais je vais laisser mes collègues, mes compatriotes, mes camarades répondre. Moi, je me sens aussi concernée parce que mon fils de 3 ans, Théo, serait d'accord aussi et demande toujours un autre épisode. Mais pourquoi? Et donc, c'est sûr que les experts s'entendent, en fait. Ça, c'est un point sur lequel, en ce moment, quand même, les recommandations sont assez claires en termes de temps d'écran pour les tout petits de 0 à 2, 0. Et quand on parle jusqu'à 5 ans, en fait, c'est 1 heure maximum par jour qui est recommandée selon la Société canadienne de pédiatrie et d'autres instances gouvernementales. Et donc, je pense que la maman, comme moi, essaie le plus possible de, oui, diversifier les sources d'intérêt de son enfant et de respecter finalement cette recommandation-là qui a été émise parce qu'il y a vraiment des méfaits qui sont répertoriés sur le développement, dans le fond, du langage et socio-affectif et autres de l'enfant. Et donc, c'est ça. Et des fois, Théo, dans mon cas à moi, se rend pas compte que le matin, il y a eu un épisode de 8 minutes et à un autre moment, il y a eu un épisode de 8 minutes. Et donc là, on est en train de déborder là, d'1 heure. Et donc, il n'est pas encore assez grand pour se rendre compte de cette accumulation-là de temps dans les 24 heures de la journée. Et donc, je pense que c'est ça. C'est une question d'encadrement et de faire de son mieux à chaque jour, même si c'est pas parfait, et de tranquillement, pas vite, faire comprendre que c'est ça. Il y a plus qu'une source d'intérêt. C'est un outil. Il y a d'autres choses. Il y a la pâte à modeler. Il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent être attrayantes et intéressantes, mais il faut les rendre aussi attrayantes. Ça aussi, des fois, je dirais que ça demande beaucoup plus de travail en tant que parent que la télévision fait une grande partie de la job pour nous, là. Ouais, voilà. Ouais, je sympathise avec William un peu, là, quand même. Moi aussi, je suis fâché quand que je peux pas faire ce que je veux aussi longtemps que je veux. Ça se comprend. Puis les planètes, c'est super intéressant. On s'entend, là, il y en a... plusieurs. Puis puis elles forment des orbites, puis il y a des histoires derrière le nom de chaque planète. Et c'est génial. Et c'est aussi une super belle occasion, vu que c'est un intérêt, d'aller chercher des livres à la bibliothèque, aller prendre une marche à la bibliothèque, aller chercher des livres là-dessus. Se servir de la plasticine, de la pâte à modeler pour se faire un petit système solaire. C'est la chance de faire des jeux de planètes ensemble. Parce que si on fait juste rester devant l'écran, c'est sûr que, bon, c'est le fun, ça me donne tout ce que je veux, mais moi, j'embarque pas vraiment là-dedans.
je le reçois. Mais quand je peux embarquer en plus, puis là, la prochaine fois, là, quand je regarde l'émission de Planète, puis que j'ai des connaissances avec les livres qu'on a été chercher, puis que je suis capable de me rappeler les jeux, mais je vais être capable de penser à d'autres jeux encore. Fait que oui, c'est normal d'être fâché si c'est sûr si on se sent comme on est arraché à ça, mais si on a la chance d'aller faire un jeu avec, de se servir de cette émission-là pour aller embarquer dans une autre activité, on se donne vraiment des bonnes chances de trouver du plaisir à la place. Mais c'est sûr que je comprends William dans cette histoire-là. Mais c'est tellement vrai parce que, pour connaître un petit peu William, là, je sais... justement, tout ce qui est activités dérivées, d'aller acheter des toutous, d'avoir une affiche de planète, puis tout ça. Des fois, ça fait des liens, puis ça sème des choses, puis l'équilibre va sûrement revenir souvent, puis revient déjà, mais des fois, ça peut semer des intérêts, puis tout ça. Puis après ça, c'est la balance, puis c'est aussi de profiter de ces années-là de la vie où le développement est tellement rapide, accéléré, tout ça, de maximiser aussi les activités plus sensorielles, etc. Et donc, sous question d'un parent qui avait été posé au comité aviseur de poste, ça va être la dernière question, en fait, pour le bloc tout petit. On en a un petit peu plus pour le bloc primaire et secondaire. C'est un parent qui se demandait, grande question, comment faire quand je veux retirer le téléphone intelligent des mains de mon enfant et qu'il fait une crise? Donc, un enfant, justement, très, très jeune. Et, j'avais une autre. Il m'en restait une autre pour petite enfance. Donc, là, c'est une question très difficile. Bon, encore une fois, je me sens interpellée. Je fais ça régulièrement. Mais en fait, en lien avec, pas nécessairement le cellulaire, mais en lien avec la télévision. Et donc, préparer le terrain. Alors, il sait d'avance combien de temps qu'il y a et combien d'épisodes. En fait, moi, je calcule en termes d'épisodes parce qu'il n'est pas nécessairement capable à cet âge-là de faire la différence. Donc, je trouve que c'est facilitant d'y aller de cette façon-là aussi. Et d'offrir une autre distraction qui est un petit peu plus intéressante, qui peut être peut-être, c'est ça, des fois basée sur le sujet. On poursuit les apprentissages dans ce sens-là. Donc, ça aussi, c'est sûr que... Et que ça vient à faire partie de la routine. Donc, une certaine constance aussi dans ce qui est permis à chaque jour. Et donc, de discuter aussi, d'expliquer le pourquoi revient beaucoup et pourquoi que finalement, on doit aussi faire autre chose. Et il y a des moments que c'est pour l'écran, il y a des moments que c'est pour autre chose. Et donc, là, on va passer à autre chose. Et il y a des moments aussi que c'est toujours sans écran. Et donc, ça, c'est une espèce de constance, là, finalement, dans ce type de réglementation-là. Réglementation. Encadrement. Règles à la maison. Disons, en tout cas. Code de vie. C'est ça. Mais c'est vrai que ça sécurise, en fait. Moi, j'ai eu un peu d'expérience, des fois, d'animation avec des jeunes et tout ça. Puis, il y a une sécurité. Quand il y a une routine, les consignes sont claires, c'est ça qu'on fait, etc. Donc, c'est intéressant comme piste. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Je pense que c'est pas nécessairement, je pense qu'il y a plein de bons trucs qui ont été dits, mais plus à un niveau de l'approcher, je pense qu'il y a des fois une réaction comme parent ou comme n'importe qui travaille avec des enfants puis qui a des écrans de pointer du doigt l'écran comme un problème, puis de dire OK, mon Dieu, si là j'y laisse le temps écran, est-ce que ça va être comme une guerre après, décrocher et tout, puis là on peut anticiper la réaction puis de pas peut-être prendre à défaut l'écran puis de dire mon Dieu, c'est à cause de cette réaction là, c'est l'enfer les émissions de télé pour les enfants, ça les rend agressifs, etc. au sens où c'est un peu j'allais dire normal là, à cause que c'est comme on l'a nommé tantôt avec le fait ça me tente de continuer d'écouter la télé, t'es dans le confort, puis là, tu te fais retirer de ce confort-là, il faut que tu ailles faire des efforts pour faire une autre activité. Ça veut pas nécessairement dire que l'écran est diabolique pour autant. Fait que ça serait peut-être ça que j'ajouterais, mais c'est difficile pareil, ouais. Mais une chose, puis là, honnêtement, je sais pas c'est quoi que la documentation dit par rapport à ça, mais moi, je le laisse contrôler la manette. Donc, il rouvre la télévision quand il s'en sert, puis il la ferme aussi quand ça se termine. Fait que c'est comme un peu sa façon. Il sait que ça s'en vient, puis aussi, ça vient avec son lot de c'est désagréable. Oui, je sais que c'est plate, puis tu sais, oui, compréhension de, là. Mais en tout cas, mais ça, c'est vraiment pas basé sur la littérature, là. Mais c'est bon pour son autonomie, en fait, justement, de le responsabiliser et tout. Puis. Je pourrais rajouter une dernière affaire. Quand ça vient au temps d'écran, peu importe l'âge, on sait qu'il y a certains facteurs qui augmentent la qualité du temps d'écran versus juste le temps de passer devant l'écran. Je sais qu'on n'a pas toujours le luxe de faire ça, mais on peut quand même s'intéresser à ce que fait l'enfant à l'écran pendant qu'il le fait. Poser des questions activement pour le sortir d'une passivité totale et l'embarquer de façon active dans sa consommation. On peut, comme j'ai dit, si on pose des questions, si on s'intéresse, si on s'assure de créer des règles en partant,
partant une assurance de combien de temps versus quand est-ce que l'activité va changer. Ça nous donne toutes sortes de bonnes pistes. Et puis, il y a aussi la solution qui est... Si jamais on commence à avoir des réactions fortes régulièrement quand on se déconnecte de l'écran, c'est pas celle qu'on préconise le plus, mais c'est peut-être aussi nécessaire de faire un sabbat numérique, c'est-à-dire qu'on dépose les écrans pendant un certain temps, puis on en profite, puis on va juste jouer dehors pendant quelques jours où on laisse la consommation des écrans pour un bout jusqu'à ce qu'on puisse revenir avec une certaine assurance qu'on va contrôler ses émotions. Bon, ça, c'est sûr, à 4 ans, c'est pas ce qui est le plus facile, là, mais on s'entend que ça ne sera pas une crise à la fin de l'émission à chaque fois. J'allais parler de méditation, mais on n'ira pas là. J'ouvrirai une porte. Et on a une autre question, en fait, dans notre bloc Petite enfance. Et celle-ci est plus ludique. Alors, on a Laurie qui se pose une question très sérieuse. Laurie, 4 ans. Elle dit, « Papa, est-ce que ça existe pour vrai des sirènes? » Donc, elle a vu ça, je pense, dans une émission. Je ne sais pas si vous aviez des éléments de réponse à fournir à Laurie, 4 ans. Ou Spider-Man, ou Bluey, ou en tout cas toutes malheureusement, ce n'est pas, à part de dire ça, ce n'est pas tout ce qu'on voit. C'est ça derrière un écran qui a également une existence hors ligne. Mais peut-être que ça soulève, côté, mais peut-être que ça soulève un peu la question de l'imagination des enfants, puis tu sais ce que l'écran peut apporter, tu sais je me rappelle d'une anecdote, je me rappelle plus où j'avais entendu ça, mais d'un enfant qui avait vu sur YouTube un requin qui mangeait un être humain dans une salle de bain ou quelque chose comme ça. Puis là, après ça, la petite fille avait développé une espèce de phobie là, dans sa salle de bain. Elle était sûre qu'elle allait se faire manger. C'est peut-être, je me rappelle plus qui m'avait raconté ça. Mais tu sais, il y a cette gestion-là quand même de l'imaginaire en jeune âge, tu sais, de comme autant ça peut le stimuler, mais autant ça peut être peut-être à double tranchant, tu sais, c'est ça. Quand tu es jeune, tu ne reçois pas l'information de la même façon. Fait que je ne sais pas si c'est un élément sur lequel vous vouliez réagir. J'ai extrapolé de ce que Laurie a demandé sur ses sirènes, mais... Eh bien, c'est pas si pertinent ce que j'allais dire, mais comme sur le sujet de l'imagination, mais je pense que des fois, dans ce cas-là, avec le requin, c'est malheureux. Mais dans le cas avec la sirène, des fois, je pense en effet que ça peut alimenter notre imagination comme les livres, comme des médias autres que la télévision ou les vidéos. Je sais que dans notre piscine, quand j'étais enfant, on jouait à la sirène qu'on était, on donnait la couleur de notre queue, puis comment qu'elle brillait, puis c'était quoi nos pouvoirs magiques, puis clairement qu'il y avait une inspiration de ce qu'on voyait à la télé. Donc, encore une fois, on revient à ce qu'on disait on peut se servir de ce qu'on voit à l'écran pour essayer d'avoir un impact positif. Mais non, les sirènes n'existent pas, pardon. C'est pas comme je vais être en désaccord, c'est vrai qu'elle n'existe pas. Mais, écoute, nous autres, on a ramené chez Abilo Média ce qu'on appelle l'hippo de famille, ou pour ceux qui ont grandi à la même époque que moi, peut-être ce qu'ils appelaient le house hippo dans le temps, où on voyait le petit hippopotame se promener, laisser des traces dans le beurre d'arachide. Puis là, on posait la question, mais vous avez vu ce qui s'est passé? Ça pourrait pas être vrai? Non, finalement. Puis là, on montre un peu comment on découpait puis qu'on mettait l'image à l'intérieur. On l'a ramené. C'est facile, en fait, de prendre un hippopotame en comme ça, là. Oui, c'est ça. En tout cas, une marionnette d'hippopotame et sur un écran où on place une autre image plus tard, de le faire apparaître comme s'il tournait le coin dans la maison, s'il allait s'alimenter de l'eau du bol du chien, etc. C'est facile de créer des images comme ça et en fait, c'est le fun. C'est pas juste facile, c'est super le fun. Fait que même, c'est vrai, si la sirène, elle n'existe pas, on a des chances, et si on veut vraiment travailler sur le fait qu'elle n'existe pas, de créer chez nous des vidéos comme ça. On pourrait se placer avec à peu près n'importe quelle application sur l'iPad ou sur la tablette, qui le permet, et de se faire une vidéo d'une sirène et montrer que non, elle n'existe pas, mais voilà ce qu'on peut faire avec cette image-là. Puis, ça me fait juste penser peut-être aussi à la compréhension des émotions que ça génère. Puis les émotions sont très réelles. Là, c'est parce que même quand on pense aux films d'horreur, là, des terreurs nocturnes que ça peut amener ou même juste en général, donc ils vont être affectés de façon très réelle par même quelque chose qui peut être imaginaire. Donc, en tout cas, en tant que parent, je pense faire preuve de compréhension par rapport à ça.
j'ai travaillé sur le comité de l'atelier du primaire, puis on racontait un peu ça, tu sais, dans notre enfance, la place, les films d'horreur, ces choses-là. Puis effectivement, qu'il y avait des émotions réelles, là, tu sais, vraiment, puis même de l'anxiété qui peut être générée par tout ça. Et donc, entrons dans le bloc primaire maintenant. Donc, ça clôt notre bloc petite enfance. Et on avait une première question de Léonie, 7 ans. Alors, Léonie se demande pourquoi les gens se prennent toujours en photo devant un miroir. Ça sert à quoi? Donc, j'imagine que c'est avec un cellulaire. Tout pour lui demander, mais j'imagine qu'elle a l'image là, des photos, là, la personne des selfies, ces choses. C'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est une façon dans notre société contemporaine de se représenter, même de former son identité, de se présenter aussi à d'autres personnes à travers les réseaux sociaux. Donc, de se définir d'une certaine façon. Je pense aussi que ça nous aide dans notre socialisation, mais même aussi, on a besoin d'une certaine approbation aussi. C'est ce pourquoi peut-être aussi on se met plus sur nos meilleurs jours et que l'utilisation des filtres et des choses comme ça. Parfois aussi, il faut penser aux impacts que ça peut avoir. Donc, je sais qu'il y a des études qui sortent qui regardent plus l'utilisation des filtres et l'effet sur l'estime de soi. Donc, des fois aussi, de se projeter d'une certaine façon et que notre identité qu'on met dans le monde n'est pas peut-être cohérente avec celle qu'on a dans la vie hors ligne, peut nous affecter et affecter notre estime de soi. Donc, c'est sûr que faut demeurer vigilant face à ça, mais je pense que ça, c'est une des raisons, là, en tout cas, en gros, là, certaines raisons pourquoi le monde le font fréquemment. Oui, parce que, justement, saviez-vous que si on prend une photo en mettant le téléphone en haut, en baissant la tête pour ne pas voir l'intérieur des narines, en suçant la langue pour faire rentrer les joues, en avançant la tête pour se donner un petit peu plus de mâchoire et en levant un bras pour faire de la définition sur le corps, etc., on peut se faire une photo tout à fait artificielle. Il paraît que pour des gens, c'est même quelque chose qu'on cherche. Et puis, ce sont les premières pages de notre atelier « Fais-toi paraître sur ton meilleur jour ». Ça montre comment, juste en se plaçant, on est capable de se créer une image. Avec les filtres, on y va encore plus. Et la raison qu'on se prend en photo devant le miroir comme ça, c'est parce qu'on peut voir un petit peu l'image qu'on projette puis essayer de se sécuriser dans ce qu'on va mettre en ligne. Malheureusement, avec toutes les autres images qui nous entourent dans les publications, j'allais dire les magazines, mais ça passe plus par là, mais sur nos réseaux sociaux, sur les fils, sur ces modèles qui paraissent en ligne, le mot que j'ai utilisé, artificiel, devient très, très important. On rajoute des filtres pour essayer de paraître d'une certaine façon. On travaille l'angle autant que possible pour ne pas montrer un tel défaut ou un autre. Et là, on va chercher vraiment une image de la beauté qui est tout à fait injuste et irréelle. Fait que je lis dans la question pourquoi est-ce qu'on se pose devant un miroir un peu l'occasion de dire si on va prendre des photos de soi, si on ne veut pas les mettre en ligne, c'est tout à fait correct. Puis si on veut les mettre en ligne, on a le droit d'être confortable avec l'image qu'on projette. Léonie, j'ai un aveu. Je prends des photos devant le miroir de moi-même. À 7 ans, ça ne m'intéressait pas du tout et je ne le faisais pas. Aujourd'hui, j'aime ça le faire. Je vais commencer à parler pour moi, puis ensuite, en général, j'aime le faire, puis je ne les partage pas sur les réseaux sociaux. J'aime ça parce que ça l'immortalise un style, des vêtements que je porte cette journée-là, que j'aime. Si je suis avec des amis, devant un miroir, je suis peut-être toute seule, mais peut-être que je suis avec des amis, des membres de ma famille, puis j'ai envie de me souvenir de ce moment-là qu'on a passé ensemble. Donc, quand je retourne dans mon téléphone après, je me dis « Wow, je suis vraiment cute » ou « Wow, c'était vraiment le fun cette fois-là ». Donc, pour moi, ça agit un peu comme un souvenir, comme un album souvenir que je documente. Puis oui, ça l'inclut ma face parce que... Puis là, je réalise que j'ai bien fait parce que ma face change au fil du temps. Mais à 7 ans, ça m'intéressait vraiment pas. Même pas à 12, ni à 13, 14, 15, ça m'intéressait pas non plus. Donc, même si tu vois que les gens, t'as l'impression que tout le monde le fait, c'est pas tout le monde nécessairement qui se prend en photo. Puis si ça te tente pas, c'est pas grave, puis t'es pas obligé de le faire, tu sais. Parce que, voilà, tu peux faire l'utilisation des photos que tu veux. Puis,
Ensuite, des personnes qui décident de le partager aux autres, ça peut être pour une multitude de raisons. Puis on n'est pas obligé de comprendre tout le temps pourquoi les personnes partagent leurs photos. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se faire dire qu'ils sont beaux ou pas? Est-ce que c'est parce qu'ils sont contents de cette journée-là, ils ont l'air de quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils s'ennuient chez eux, puis là, tout à coup, ils veulent une interaction en ligne pour parler avec leurs amis? Ça se peut, mais il y a aussi de respecter que les gens, ils ont des comportements qu'on comprend pas tout le temps, mais qu'il faut les respecter pareil. Très bon message, Emmanuel. Merci. Je peux-tu juste dire, je sais qu'il n'y a pas de test à faire, rien comme ça, mais si on se pose la question, c'est ça la bonne réponse. Excellent, mais tout à fait. Puis non, il y a une belle morale dans ce qui vient d'être dit. Et on va poursuivre avec, il nous reste 2 questions dans le bloc primaire. Donc, la question de Henri, 7 ans. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de regarder tout ce que je veux sur YouTube? C'est toujours mes parents qui décident. Ce n'est pas juste. Et à ce propos, en lien, donc c'est comme un peu en filigrane, un parent se demande à quel âge dois-je arrêter de surveiller ce que mon enfant fait sur ses appareils. Donc, on peut peut-être lier les deux à la fois. Ben, je peux poursuivre, en fait. Je comprends donc pourquoi est-ce que sur YouTube, je peux pas regarder tout ce que je veux. Mais en fait, YouTube, peut-être que William, c'est pas William, là, c'est... Henri, OK. Je sais pas si Henri a remarqué, mais quand on termine une vidéo, souvent, il y en a une qui se met à jouer automatiquement sans qu'on l'aille sélectionner, sans même que nos parents l'aillent sélectionner. Ça, c'est la manière dont YouTube nous présente du contenu selon ce qu'ils pensent qu'on aime, en fait. Si on a regardé beaucoup de vidéos, mettons, de planètes ou d'expériences scientifiques, ils risquent de nous montrer d'autres vidéos qui sont en rapport avec ça parce qu'ils se disent, bon, la personne aime l'écouter, on va le faire. Mais on n'a pas nécessairement le contrôle sur les vidéos qui nous sont recommandées. Puis comme sur YouTube, c'est n'importe qui peut mettre une vidéo, ben n'importe qui peut mettre du contenu là-dessus qui est pas tout le temps bon pour les enfants ni pour les adultes. Donc, c'est pour ça que les parents, souvent, ils vont regarder le contenu pour s'assurer que c'est des informations véridiques ou que c'est des choses qui sont adaptées pour ton âge. J'étais dans une classe de 5e année avec des personnes justement de 8 ans la semaine dernière. Puis, il y en a qui disaient juste la publicité avant la vidéo, donc le preview, la pub, c'était une pub de film d'horreur. Puis, j'ai pas aimé ça. Mais on voit, puis que la personne, elle était restée avec des images de cette pub de film d'horreur-là. Donc, ça, c'est de dire... Ben, on avait choisi la vidéo avec le parent, puis même à ça, la pub nous a fait peur. Fait que des fois aussi, peut-être que c'est de savoir que quand je suis sur YouTube, je suis pas abandonnée, même si mes parents vont à quelque part puis que je vois une vidéo qui me préoccupe, mais je peux aller en parler parce que mon parent s'intéresse là, à ce que je regarde. Fait que ça serait une première partie de réponse. Ben, c'est ça. Moi, pour faire du pouce sur ce que tu dis, je pense que le parent, dans ce cas-là, dans le cas de Henri, est concerné ou se préoccupe plus de l'exposition à la publicité. C'est ça. Il y a des contenus qui peut-être sur lesquels, en tout cas, il y a moins de contrôle. Par contre, il y a différentes chaînes là, où la personne peut s'abonner et donc limiter peut-être l'exposition ou même arrêter le compte à rebours aussi pour que, limiter encore une fois là, qu'est-ce qui peut être recommandé par les algorithmes là, finalement. Et donc, je pense que c'est ce genre de préoccupation-là. C'est sûr que moi, j'irais dans la direction de surveiller. Je pense qu'un moment donné aussi, il faut accompagner. C'est un petit peu ça que tu dis. Donc, plus que l'enfant grandit, moins qu'on a besoin d'avoir un certain contrôle sur ce qui est regardé, mais plus que là, on rouvre des discussions, des échanges et donc écouter, c'est ça, parler et revenir sur les sujets peut-être d'actualité ou des choses comme ça aussi auxquelles peut-être il a été exposé pendant sa journée. Et donc, de l'accompagner finalement et de faire peut-être une partie d'éducation aussi en lien avec ce qu'il a vu. Donc, ça serait ma réponse. Moi, je vais adresser Henri directement. Je veux dire, Henri, parle à tes parents de ce que tu aimes regarder sur YouTube. Dis-leur quelles émissions ou quel fil t'intéresse. Créez-vous une chaîne, puis mettez des vidéos dedans que vous voulez regarder. Comme ça, à l'intérieur de ta chaîne, ça va juste être des vidéos qui ont déjà été approuvées. Puis si tu as envie de voir des nouvelles vidéos, parle-en. C'est sûr que c'est pas juste de pas pouvoir regarder tout ce qu'on veut tout le temps. C'est sûr, parce que si c'était juste, ben YouTube nous donnerait juste des vidéos qui sont bonnes pour nous. Mais c'est pas le cas non plus. Fait à quelque part, à l'intérieur de c'est pas juste que YouTube me donne du matériel qui est pas correct pour moi puis que mes parents veulent sélectionner tout mon matériel, ben moi, je vais leur en parler de ce qui m'intéresse.
Puis là, en se créant cette chaîne-là et en désactivant la lecture automatique, ça a été, on l'a dit tous les trois, puis c'est probablement l'outil le plus puissant dans notre visionnement des vidéos YouTube, désactiver la lecture automatique. On se donne la chance vraiment de regarder du contenu qui a été choisi pour nous, puis qu'on peut vraiment dire qu'on aime parce qu'on a aidé à le choisir. Par rapport à l'âge, si je me souviens bien de nos dernières données, 9 ans, c'est l'âge où l'enfant moyen reçoit son premier téléphone cellulaire et ne le reçoit pas parce qu'il le demande, mais parce que le parent veut être capable de savoir ce qui se passe avec l'enfant. C'est la raison principale pourquoi les jeunes vont recevoir leur premier téléphone. C'est quand même une grosse responsabilité, un téléphone. Puis pour le parent, on veut se poser cette question-là, c'est est-ce que c'est approprié? Il faut se poser la question, quand est-ce que mon jeune, et une fois que je donne cette technologie-là, c'est ce moment-là, est prêt à aller sur Internet sans supervision? Et si on voit avec le matériel YouTube, etc., que non, c'est pas encore le temps, c'est peut-être pas encore le temps de donner un téléphone non plus. Quand est-ce que c'est le temps d'arrêter de surveiller l'enfant? Au fur et à mesure qu'on bâtit un élément de confiance en faisant de la modélisation, en suivant les activités, en se mettant d'accord sur c'est quoi les valeurs familiales et en voyant l'enfant exhiber une pratique envers ces valeurs familiales-là qu'on croit qu'il va pouvoir continuer d'utiliser et sachant qu'ils vont devenir de toute façon adolescents puis qu'ils vont tout jeter ça en arrière. Non, c'est pas vrai, pas tout, mais qu'ils vont vouloir ensuite découvrir pour eux-mêmes la valeur de ces règlements-là puis qu'il va falloir continuer d'avoir des discussions. C'est-à-dire que surveiller à ce point-là, de toute façon, ça ne vaudrait même plus la peine en tant que tel. Il va vraiment falloir rentrer dans le mode à ce point-là d'échange. Mais ça, c'est pour le prochain groupe d'âge dans les questions. Bien, super, bien, merci beaucoup. Puis dans la première partie de ta réponse qui était directement adressée à Henri, mine de rien, Marie-Alexandre, tu as réussi à vulgariser vraiment un principe très important d'un professeur de droit d'Harvard en droit des technologies. Donc, l'importance d'agir sur le cyberespace, d'agir sur l'architecture des plateformes quand vient le temps de vouloir certains comportements. Donc, ben, dans ce cas-ci, de créer une chaîne ou une zone, en fait, sur l'appareil ou sur la plateforme qui va être adaptée à l'enfant. C'est aussi des stratégies. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur la question de l'accès là, c'est une portion qui va intéresser plus les adultes, les universitaires, mais sur l'accès à du contenu sexuellement explicite. Un enfant sur 3 qui est exposé avant l'âge de 12 ans. Et donc, dans les stratégies, ben, d'agir sur vraiment directement sur l'appareil avec bloquer des sites, même des stratégies de vérification d'âge et toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment dans l'air du temps de parler de ces choses-là. J'ajouterais peut-être juste un petit ajout de la surveillance. Mettons, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup avec des ados. Là, fait que quand on entend parler de surveillance par les ados, c'est parce qu'ils nous expliquent comment ils l'ont détourné. Donc, même les méthodes de surveillance sont imparfaites. Donc, même si on les met en place parce qu'elles peuvent être super utiles, ça peut être des alliés, surtout avec des enfants et tout, il faut assumer que si elles sont contournées puis que l'enfant se retrouve devant du contenu qu'il n'aurait pas dû, puis qu'il a fait quelque chose peut-être en cachette, bien, qu'il y ait quand même un lien de confiance qui permette de revenir vers nous pour aller chercher de l'aide ou juste pour en parler. Là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, on pourrait se prendre un petit 2-3 minutes de pause juste pour se rafraîchir et se dégourdir. Puis ensuite, il va nous rester le bloc des questions d'adolescents qui est quand même, on a quand même pas mal de questions dans ce bloc-ci. Puis on profitera des 10-15 dernières minutes pour répondre aux questions du public. Donc, à tout de suite. Alors, poursuivons notre belle discussion sur les préoccupations des jeunes pour se diriger vers le bloc des adolescents. Donc, on a plusieurs questions. Je vais y aller tout de suite avec la première qui nous vient d'Emma, 13 ans. Alors, Emma se demande, vaste question, pourquoi il y a autant de gens méchants et autant de filles qui veulent être belles sur les réseaux sociaux? À cause de ça, ma mère ne veut pas que j'aie un compte Instagram. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Emma, 13 ans? Moi non plus, je veux pas de compte Instagram. Pour les mêmes raisons. Ouais, les réseaux sociaux, c'est pas facile. J'adresse carrément la méchanceté en premier, puis peut-être que je laisserai aux autres les questions de beauté parce que c'est pas moi qui vais en parler. La méchanceté sur Internet, autant qu'on peut le repérer, ça revient à ce qu'on appelle des pièges d'empathie. Normalement, dans un discours avec n'importe qui, je peux voir dans les yeux, je peux échanger, je peux voir les effets de ce que je dis
tout de suite dans les réactions de la personne. Et puis, veut pas, il faut que je fasse un effort rendu à ce point-là pour blesser. Parce que faut que ça devienne mon intention. Il faut que je veuille être méchant rendu à ce point-là. Mais c'est pas comme ça sur Internet. Sur Internet, on a le piège empathique, c'est-à-dire que je peux rien voir de ce que l'autre personne ressent quand je suis en train d'envoyer un message. Et l'autre personne n'a pas vraiment le contrôle de comment je vais recevoir le message non plus parce qu'elle n'a pas le moyen de peut-être ajouter un ton particulier à son message ou à placer son corps d'une certaine façon pour pas que ça ait l'air aussi confrontationnel. Fait que là, on commence à avoir des sentiments forts. Et ces sentiments forts vont informer la façon que mon prochain message va passer. Et ça va informer la façon qu'on va répondre à ce message-là. Puis moi, je vais me pomper encore plus, puis je vais commencer d'être de plus en plus méchant parce que je vais me sentir comme il faut que je me défende contre, finalement, quelque chose qui était peut-être même pas méchant en partant. Le truc, le plus grand truc, c'est que si jamais on commence à avoir un sentiment fort, peu importe s'il soit bon ou mauvais, quand on est sur Internet, c'est juste d'attendre. Moi, j'attends presque 24 heures des fois avant de mettre un message sur un réseau social ou quoi que ce soit, juste pour être certain que je ne suis pas en train d'essayer de viser la personne ou d'être méchant avec ma réponse ou de me défendre pour une raison quelconque, parce que sinon, ça risque juste d'alimenter ces situations-là. On disait dans le temps, se tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler, c'est très, très semblable sur Internet. Et si je me sens qu'il faut que je réponde tout de suite, c'est un très, très bon signe qu'il ne faut pas répondre tout de suite. C'est vrai pour les courriels aussi, ça, je pense. On sert encore de ça, les courriels? Ben, là, c'est sûr que moi, la question du pourquoi aussi, son parent, pourquoi la mère Emma, je pense que c'est la mère, ou en tout cas Emma, c'est ça, ne veut pas qu'elle ait un compte Instagram. Donc, ben, une de ces raisons-là, en fait, ce que Marc a mentionné, les gens, des fois, derrière le confort, l'anonymat aussi, des fois, que peut nous procurer l'écran, donc peuvent se sentir peut-être plus à l'aise d'avoir des comportements qu'il n'y aurait pas, comme exactement ce que tu as mentionné là, en face à face, hors ligne. Par rapport à vouloir se sentir belle, je pense que c'était l'autre. Je pense que là, ça, c'est pas quelque chose qui concerne juste les femmes là, ou les filles. En général, les personnes là, sur les réseaux sociaux, on est exposé à des standards de beauté aussi. On veut répondre à ça, on veut plaire, on veut montrer que nous aussi, finalement, on rencontre ces standards-là. Et donc, on rentre dans ce piège, on pourrait appeler ça un piège de comparaison, finalement. Et donc, ça aussi. Et toutes ces choses-là, en fait, sont déjà difficiles à gérer quand on a un certain âge et un certain niveau de développement, mais quand on est plus jeune, on peut être plus vulnérable, finalement, à ce type de contenu-là et à être exposé aussi à des messages ou à des commentaires qui font en sorte d'affecter notre bien-être, qu'on se sente pas bien nécessairement avec ça et peut-être qu'ils sont aussi qu'on devient accessible aussi, peuvent nous écrire, on peut recevoir des messages privés, des choses comme ça, selon les paramètres de notre compte. Et je pense que c'est toutes des préoccupations qui font en sorte que sa maman désire attendre encore un petit peu avant de lui donner accès. Puis peut-être juste pour préciser aussi, parce qu'on a un peu le contexte des questions, puis il y avait un peu, tu sais, en filigrane, là, dans ce qu'Emma disait, là, un peu la question de l'hypersexualisation, un peu des fois justement des photos, puis de ces choses-là, puis de non seulement se montrer belle, mais tu sais, un peu vouloir se montrer attrayante et tout ça. Fait qu'il y avait un peu ça aussi derrière la question là, qui ressortait pas peut-être de la manière que je l'ai posée, mais j'amène cette précision-là. D'accord. C'est tout? Je te garoche ça. Ouais. Mais oui, qu'est-ce que j'allais ajouter? C'était en fait différentes stratégies que des fois des ados m'ont partagées ou nous ont partagées dans le cadre des ateliers pour justement essayer de limiter le risque de méchanceté. Quand tu as un compte, que ce soit Instagram, TikTok, peu importe, un compte où tu as des personnes abonnées qui dépassent ton cercle d'amis, il y a de contrôler les personnes qui peuvent voir ton contenu. Donc, de ne pas accepter tout le monde sur ton profil, mettre ton profil en privé, de juste accepter les personnes que tu connais, puis les personnes que tu connais de confiance. Ou sinon, de des fois partager des photos avec des paramètres précis, comme dans Instagram, il y a Amis proches, où tu peux décider de sélectionner juste 4-5 de tes meilleurs amis pour partager du contenu. Même chose sur TikTok, de mettre, si tu en as un compte que tu as moins de
mettons, tel âge. Donc là, les étrangers pourront pas venir commenter ton contenu. Et il y a d'autres ados qui nous ont partagé aussi que des fois, qu'ils allaient partager des photos sans leur visage, ou ils allaient pas se mettre eux-mêmes de l'avant. Donc, ils allaient partager plutôt des choses qu'ils font plutôt que qui sont physiquement. Donc, il y a pas de manière parfaite de gérer ces réseaux sociaux au moment. Tu sais, là, en ce moment, Emma n'en a pas, mais un jour, quand on va en avoir, t'es pas obligé de mettre comme ton visage puis de mettre des danses TikTok qui peuvent être sexy ou quoi que ce soit. C'est pas une obligation. Des fois, on a l'impression que tout le monde le fait parce que on voit beaucoup ce contenu-là, comme Caroline parlait des standards de beauté, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut qui nous correspond avec notre propre profil, là. Puis si je peux ajouter aussi, c'est ça, on peut se désabonner peut-être de choses qui nous rejoignent pas et s'abonner peut-être pour être exposé à des contenus qui reflètent ce qu'on a envie ou ce qui favorise notre bien-être ou qui publient des choses qui finalement, c'est ça, nous font plus de bien. Donc, oui, tout à fait. Oui, puis il y a beaucoup de conseils pratiques, fait qu'on va en mettre quelques autres. Carrément, quand on veut avoir un nouveau compte, on veut pouvoir se poser certaines questions. Puis ça, c'est autant une astuce, en fait, probablement plus pour les parents à qui on demande la permission que les enfants. Mais jeunes, écoutez, parce que c'est les questions qu'on devrait vous poser. Pourquoi est-ce que je veux un compte? Ça va me servir à quoi? Qu'est-ce que je connais qui s'en sert déjà? Comment s'en sert-on? Qu'est-ce que je connais avec qui je veux connecter? Qu'est-ce que je ne connais pas avec qui je veux connecter? Ça me sert. Pourquoi est-ce que je veux me connecter avec cette certaine personne-là? Parce que ce qu'on a traité un petit peu ici dans tous les sujets, c'est qu'à quelque part, une fois qu'on embarque sur des comptes, est-ce que je sais par exemple c'est quoi la différence entre un compte ouvert ou un compte fermé, un compte où ce que je peux juste avoir accès à mes amis ou un compte où je suis ouvert sur le monde et n'importe qui peut voir? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon image du moi désirable? Là, je ne parle pas dans la sexualisation, rien comme ça, mais que les gens désirent connecter avec moi. Si on a un compte professionnel, pourquoi est-ce que je me présente d'une certaine façon? Si je veux un compte social, pourquoi est-ce que je me présente d'une autre façon? Ça me sert à quoi d'avoir accès à ces technologies-là? Et qu'est-ce que je vais en faire? Et comment est-ce que je vais contrôler les situations quand il va peut-être avoir un problème, comme une photo qui apparaît de moi que je ne voulais pas qu'il apparaisse ou que je suis tagué dans une photo, ce que je ne voulais pas être... c'est tagué en français, c'est tellement pas le bon mot. Identifié. C'est tellement un meilleur mot. Et puis, finalement, quand on va faire face à ces cas-là, pourquoi est-ce que je vais avoir justement ces sentiments-là par rapport à des photos qui pourraient paraître ou des images qui pourraient paraître, etc. Puis j'en comprends que ça prend une connaissance aussi un peu des plateformes et d'Emma qui veut s'inscrire, mais aussi les parents doivent connaître, s'intéresser. C'est quelque chose qui revient souvent de s'intéresser, comprendre la différence entre Instagram, d'autres plateformes sociales. Et ben là, je vais vous amener sur un tout autre sujet, mais qui démontre quand même que les jeunes ont des préoccupations puis qui sont au courant, en fait, de l'enjeu de la désinformation, puisque Benjamin, 15 ans, se demande comment faire pour savoir si une information est fake. Donc, très bonne question, Benjamin. Moi, je suis oui. Je veux pas dire prendre pour acquis que toute information qu'on va voir est fake, parce que ça serait un petit peu du cynisme, puis je veux pas qu'on se rende là-dedans. Mais peut-être une bonne pratique avant même de se demander si l'information est fake ou non. J'aime beaucoup, je pense qu'on va utiliser l'anglicisme. C'est de dire que si j'ai le goût de partager quelque chose, c'est que ça me parle énormément. Si je suis en train d'avoir une réaction forte comme ça, un peu comme je disais tantôt quand on va répondre, c'est peut-être le temps de faire un petit peu de vérification. Pas parce que l'information est juste ou pas parce que l'information est fake ou non, mais parce que je ne le sais pas nécessairement tout de suite. Fait qu'il y a une couple d'affaires que je veux faire. Si c'est une image, je vais aller sur Google ou tenai.com puis faire une recherche image inversée pour voir si c'est l'image telle qu'elle paraît, c'est vraiment comme ça qu'elle était originalement, ou si on a fait du travail, soit Photoshop, quoi que ce soit. Il y a des mille et une applications aujourd'hui pour modifier des images. Si c'est un article qu'on voit, bien, on va aller voir si cet article-là est réellement paru ou si quelqu'un a fait justement un montage sur son ordinateur. Est-ce que c'est une source qui a une bonne réputation? Ça, c'est un petit peu plus difficile, mais heureusement, on a un très, très bon outil, malgré ce que des fois nos profs nous disent. Wikipédia peut quand même nous donner des informations très concrètes. Par exemple, l'âge de la publication, combien de membres feraient partie d'une organisation, la réputation qu'elle détient parmi d'autres réputations au monde, pour voir que finalement, est-ce que je m'en vais vraiment chercher une information juste, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé, qui est peut-être mésinformant,
qui serait fake. Fait que des petites étapes comme ça prend 30 secondes une fois qu'on est habitué, d'aller checker sur son téléphone, peut-être par étapes, puis ça nous donne une bonne idée de savoir si c'est vrai ou non. Puis si on n'est pas capable de trouver la réponse, peut-être pas le partager tout de suite. Moi, j'ajouterais que dans son cas, à lui, il y a peut-être des adultes autour de lui. Oui, Benjamin. Benjamin a des personnes de confiance autour de lui, soit un parent, soit un enseignant ou un intervenant ou peut-être l'animateur de sa maison des jeunes, à qui il peut peut-être demander, poser la question, puis voir si cette personne-là peut le conseiller finalement. Parce que des fois, des étapes comme ça, c'est parfait, mais ça dépend, tu sais, est-ce qu'on est capable de faire toutes ces étapes-là? Puis des fois, tout dépendant de notre âge, mais on a besoin d'un petit peu de soutien par rapport à ça. Fait que ça peut être de valider finalement auprès d'un adulte. Essayer de faire la différence aussi entre l'opinion de quelqu'un et de l'information qui provient peut-être, c'est ça, d'une source plus crédible. Parce que ça, des fois, mon ami me l'a dit ou un tel l'a mis sur, c'est ça, je l'ai vu sur Internet. Le journal de Montréal. Donc, c'est ça. Ouais, puis moi, je suis vraiment coupable de dire des fois, tu sais-tu telle affaire, je l'ai appris sur TikTok. Puis, je mentionne tout le temps quand j'ai entendu quelque chose sur TikTok parce que le sous-texte, c'est apprendre avec un grain de sel. À vérifier, tu sais, à vérifier, ou même si je raconte une histoire que j'ai vue sur TikTok, on a les deux en tête que ça se peut que c'est inventé parce que je ne connais pas la personne derrière l'écran. Donc, c'est tout le temps de garder un esprit critique par rapport au contenu qu'on voit, parce que c'est vrai que quand on scrolle, quand on défile sur les réseaux sociaux, on va souvent regarder une vidéo après l'autre, puis on va pas nécessairement prendre le temps de regarder, de vérifier le contenu. Mais ça m'amène sur un autre sujet un peu connexe qui vient de plus en plus dans nos ateliers, qui est celui de quand tu commences à avoir du contenu vraiment répétitif, qui est du contenu sur la santé, de ça y est, maintenant je pense que j'ai une intolérance au gluten, ou j'ai des ballonnements, peut-être que je devrais essayer le keto, le diète, donc on se met à voir peut-être que j'ai un trouble d'anxiété, tout ça. Mais comme l'a mentionné, s'il y a un contenu qui nous parle de plus en plus, puis on voit que nos algorithmes nous proposent de plus en plus de contenu associé à ça par des personnes, on sait pas s'ils sont des experts, on sait pas, même s'ils se disent experts, on le sait pas vraiment, mais ça peut être des beaux éléments déclencheurs pour aller s'informer auprès de professionnels de la santé, de personnes qui travaillent à notre école, de nos parents, finalement d'utiliser cette information-là pour aller vers des personnes qu'on sait qui vont avoir les bonnes réponses. Oui, j'entends dans vos réponses qu'il y a comme deux versants, si on veut. L'information est plus accessible, puis c'est génial. Mais en même temps, se démêler dans toute cette information-là, puis distinguer le vrai du faux. Moi, j'ai des amis là, qui sont dans le domaine de la santé, puis de plus en plus, les gens arrivent en s'étant auto-diagnostiqués, puis en sachant très bien là, ce qu'ils ont. Puis des fois, à un jeune âge, à l'adolescence et tout, ça peut générer aussi de l'anxiété là, de dire, d'avoir toutes ces informations-là, toutes ces possibilités-là. Mais c'est aussi une opportunité d'être plus informé. Puis j'aurais peut-être dû vous poser les deux questions en même temps parce que Mélodie, 15 ans, c'est un autre un peu sujet, mais lié à l'information, qui dit « Pourquoi mes parents trouvent que c'est important de regarder les nouvelles à la télévision? » À la télévision. Fait que ça veut peut-être faire la différence médias traditionnels, sociaux, tout ça. Alors, oui. Au niveau de la réglementation, on s'entend que c'est fort probable que le média traditionnel ait une certaine démarche avant de mettre de l'avant quelque chose, une information. Donc, ça peut peut-être être pris comme étant un gage de qualité, mais ça aussi avec un grain de sel, parce que des fois, on ne sait jamais. Mais bref, donc peut-être que c'est la raison pour laquelle c'est ça. Les parents choisissent d'aller chercher, obtenir leur information de ce type de source-là. Se garder informé en général, peut-être pour pouvoir participer à des conversations, dans le même sens comme on va dire que ce jeune-là va sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qu'un tel a fait ou qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde de quelque chose qui l'intéresse. Donc, pour jaser avec ses amis le lendemain à l'école de ces sujets-là. Mais les parents font exactement la même chose, mais avec l'actualité en général et ce qui est dit aux nouvelles. Puis, ce qui est vraiment le fun des nouvelles aussi, donc tout ça, oui, il y a des normes journalistiques où les journalistes sont tenus d'avoir une certaine méthodologie où, là, je pourrais faire un TikTok, puis personne vérifierait le contenu avant de sa publication. Alors que dans des grands médias, souvent, il y a une vérification qui est faite. Mais aussi, ce qui est le fun des nouvelles, c'est que souvent, ça va
passer à travers plein de sujets qui sont pas déterminés par nos algorithmes. Exemple, moi, le sport, je m'en fous, je regarde pas ça à la télé, OK? Donc, mes algorithmes, j'en ai pas de joueurs de soccer dans mon TikTok. Juste le dire dans ma bouche, c'est pas naturel. De hockey, j'ai pas ça. Donc, je vais jamais voir de nouvelles sur le sport. Mais comme j'écoute la radio tous les matins puis qu'il y a l'actualité dans la radio, mais je sais qu'en ce moment, c'est les séries au hockey. Donc, quand je me ramasse chez mes parents puis que mon père me parle de hockey, j'ai un minimum de connaissances. Fait que c'est le fun parce qu'il y a une certaine ouverture d'esprit avec les nouvelles qu'on consomme sur des médias traditionnels qu'on n'a peut-être pas sur les réseaux sociaux parce que c'est ça, le contenu qui nous est montré, ça correspond à ce qu'on aime déjà. Donc, moi, j'aime ça pour justement avoir des nouvelles sur des choses que sinon, j'aurais pas su. Ouais, c'est pas fou finalement parce que quand les gens me parlent des sports, justement, je suis un petit peu le poisson mort. J'ai aucune idée. Et puis, c'est pas pour dire que ça justifie justement le fait de s'intéresser au sport ou non, mais de dire que les informations que je reçois vont faire l'écho de certains intérêts que j'ai. Ça veut dire qu'on se referme dans une certaine chambre d'information. C'est pas juste le fait non plus que l'information est accessible sur Internet, c'est qu'elle est commode. L'information nous est présentée d'une façon qu'on peut la digérer, qui nous fait peut-être plus du bien. Que cette information-là soit dérangeante ou non, elle nous est livrée peut-être avec quelqu'un à blâmer. Ça, c'est satisfaisant. Quand il y a une tragédie puis qu'on peut blâmer quelqu'un, même si cette personne-là n'est peut-être pas coupable, ça me fait du bien parce qu'au moins, je sais où diriger mes énergies. Quand je regarde les nouvelles à la télé, par exemple, je me souviens, mon grand-père le faisait à tous les soirs. Lui, c'était pour faire la sieste, mais nous, c'était pour pouvoir passer un petit peu un temps en famille et à s'informer. Fait qu'il y a aussi l'idée qu'il y avait, dans notre famille en tout cas, le fait qu'il y a un aspect social à s'asseoir ensemble, aller chercher ces informations-là et aller échanger. On fait ça sur Internet aussi, quand on commence à passer des commentaires, mais d'après la toxicité des commentaires qu'on voit des fois dans les fils d'actualité, c'est pas surprenant peut-être qu'on veuille aller à la télé puis être capable d'en parler en personne. À part ça, je sais que c'est pas ce que nécessairement de plus intéressant que de regarder je regarde pas l'actualité à la télé, fait que j'ai aucune idée comment appeler les émissions. Mais c'est sûr que, comme on a proposé, il y a vraiment une qualité là qu'on va peut-être pas aller chercher sur nos appareils. Puis encore une fois, moi, quand j'avais 13 ans, je ne regardais pas les nouvelles. Là. Donc, des fois, c'est juste de savoir que ça existe, qu'il y a des avantages, puis éventuellement, peut-être que ça va t'intéresser d'y aller ou pas. Mais voilà. Effectivement, mais c'est intéressant parce qu'on a parlé un petit peu de la question de la chambre informationnelle, bulle algorithmique. Puis ça, je sais que ça fait aussi réagir un peu les jeunes, là, d'avoir cette impression-là de se faire comme... d'avoir de l'information fermée, pas d'être ouvert. Surtout, il y a toutes sortes de conséquences démocratiques à tout ça, là, cette idée-là qu'on a de l'information très ciblée, puis qui peut même mener aussi à, est-ce qu'on a confiance finalement à ce que on dit dans les vrais médias, qu'est-ce que les politiciens disent, qu'est-ce que les institutions disent. Il y a tout ça aussi qui est préoccupant. Je ne sais pas si, Caroline, tu voulais réagir. Oui, je m'en allais juste dire, je trouve ça intéressant de voir le type de questions que les jeunes posent. Puis, tu sais, c'est comme à l'inverse, on va dire, un parent, des fois, va se dire, mais pourquoi il joue à Fortnite ou pourquoi il joue à tel jeu? L'enfant, lui, va se dire, mais pourquoi il regarde les nouvelles? Au final, c'est ça. Tout à fait. C'est la autre génération. Effectivement. Les deux prochaines questions sont anonymes, donc je vais les poser de manière anonyme. Et la première est assez longue, fait que ouvrez grand vos oreilles. Alors, comment l'utilisation des écrans peut-elle influencer ma routine quotidienne en termes de priorité et de comportement? Par exemple, j'ai l'impression que mes priorités en tant qu'humain de 18 ans, donc au tournant de l'âge adulte, ne sont pas à la bonne place. Dès que je me lève, je vais directement sur mon écran. C'est rendu ma routine. Je m'en aperçois même pas que c'est prioritaire, mais ça devrait l'être. Donc, première question d'un jeune gamer anonyme. Et deuxième question, donc, un peu dans les mêmes âges, fin de l'adolescence, quand est-ce qu'on peut considérer que notre utilisation est problématique? On parle beaucoup d'équilibre, d'utilisation saine, mais moi, je ne sais pas c'est quoi exactement. Alors, les deux questions sont un peu interreliées. Bien, au sujet de la première question, c'est vrai que les écrans sont dans notre
dans notre quotidien. Donc, moi aussi, souvent, c'est la première chose que je fais en me levant le matin que de regarder mon téléphone. Puis, une manière dont je l'approche, parce que j'ai ressenti aussi, moi, à un moment donné, une culpabilité de dire c'est ça que je fais la première chose en me levant le matin. Puis, c'est tout le temps de se poser la question, c'est quoi le rôle que l'écran occupe à ce moment-là? C'est quoi le rôle qu'il y a dans ma vie? Donc, est-ce que c'est parce que je veux pas penser à ma journée puis que je vis un stress, donc je vais sur mon téléphone? À ce moment-là, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure manière de procéder nos émotions parce que si on est stressé puis qu'on regarde l'écran, ben les choses qui nous stressent sont encore là en background, là, donc en arrière-plan. Donc, c'est peut-être une bonne idée de dire, bon, ben comment est-ce que je peux laisser une place à ces stress-là qui sont pas juste finalement un peu tassés pour être devant mon téléphone ou... donc, de poser cette question-là pour soit opérer un changement ou soit enlever une culpabilité. Dans mon cas, toujours, j'ai de la misère à me lever le matin. Le fait d'être sur mes réseaux sociaux, ça me fait un doux réveil. Tu sais, donc, j'allume la radio, je suis sur mon téléphone, puis après, je me lève, puis je suis plus capable de fonctionner. Je pourrais fonctionner autrement. Donc, ça m'accompagne dans ma routine. Pour moi, je vois pas d'impact négatif sur mon bien-être. Donc, j'ai juste arrêté de me sentir coupable après les questionnements. Après, si on réalise que on veut éviter de le faire le matin parce qu'on perd la notion du temps, puis là, on se met à être en retard ou on file pas bien, ben c'est une prise d'habitude. Tu sais, c'est de petit à petit essayer de tasser cette habitude-là de notre vie, puis c'est normal que ça prenne du temps si on décide drastiquement du jour au lendemain d'arrêter notre téléphone en se levant ou durant les repas ou peu importe c'est quoi l'habitude ici qu'on cherche à tasser. Faut être bienveillant envers nous-mêmes ou conciliant ou en tout cas avoir de l'empathie de c'est difficile arrêter de faire quelque chose qu'on faisait chaque jour. Là. Donc, aller petit à petit, puis graduellement, puis j'ai confiance qu'il peut y avoir un équilibre qui va se retracer. 21 jours, hein, des fois qu'on dit, pour changer une habitude. Des fois aussi, je pense que dans ce cas-là, il faut se planifier quelque chose d'autre là, au début là, qui va remplacer là, ce qu'on essaie de déplacer finalement. Là, mais c'est ça. Moi, c'est sûr que j'irai avec un peu sa deuxième question, tu sais, quand évaluer si ça devient problématique ou non, parce que dans le fond, il se préoccupe par rapport à quelque chose. Là, on ne sait pas exactement ça fait combien de temps qu'il se préoccupe de ça, puis est-ce qu'il y a d'autres préoccupations. Donc, l'intervenante en moi serait en train de regarder le portrait un petit peu de ses habitudes en général et de son bien-être dans sa vie, mais c'est un peu ça, c'est d'évaluer finalement la situation, d'essayer de s'introspecter si on veut, puis de voir, ben c'est ça, c'est quoi mes préoccupations, est-ce que je suis en perte de contrôle, est-ce que ça fait plusieurs fois que peut-être j'essaie de reprendre le contrôle et que ça ne fonctionne pas, est-ce que là, dans son cas, c'est un jeune, est-ce qu'il en a parlé aussi autour de lui, est-ce que les gens autour de lui aussi sont préoccupés par rapport à son utilisation, est-ce qu'il y a des conséquences significatives, là, pas fonctionnel, je sais pas, au niveau peut-être de sa performance scolaire, ses obligations. On parle du matin, mais est-ce que c'est la même chose peut-être dans son utilisation le soir? Est-ce qu'il y a une perte de contrôle? Est-ce que là, ça a un impact le lendemain? Au niveau de son bien-être, de comment il se sent, il est exposé à des choses. Est-ce que peut-être, là, j'extrapole, là, mais dans une situation où, je sais pas, il rouvre son téléphone puis il est exposé à des choses qu'il veut pas, ou des contenus de personnes qu'il ne veut pas voir, et que là, il passe sa journée dans une espèce de ressentiment de situation. On ne sait pas exactement c'est quoi qu'il vit, mais c'est tout, je pense, c'est ça, des questions à se poser aussi par rapport à ça, puis savoir que, bon, c'est ça, si on va dire, on juge que il y a une situation avec laquelle on n'est pas à l'aise, on veut changer nos habitudes, des fois on a besoin d'aide pour le faire, des fois même si on veut le faire, on n'est pas capable, c'est au-delà de nos capacités, et qu'il y a des gens, des professionnels qui sont vraiment là pour nous aider, là. Donc du soutien, c'est possible d'en avoir, puis je pense que dans son cas, il pourrait se référer à ses parents qui pourraient peut-être l'aider à trouver, mais des fois les parents aussi, on n'est pas à l'aise de jaser de ces situations-là, des fois il y a des gens de confiance ailleurs avec qui on se sent plus à l'aise de discuter de ça, ou peut-être une personne comme une tante, un oncle, un cousin. Et donc, de juste ouvrir la porte puis de peut-être, ben, tu sais, si c'est problématique, d'aller chercher de l'aide. Puis, juste avant, Marc-Alexandre, ben, tu as parlé des enjeux du sommeil, hein, que c'est assez bien documenté quand même sur le plan scientifique, ces enjeux-là, de la fameuse lumière bleue, mais aussi perdre la notion du temps. Les deux, vous avez un peu parlé de cet enjeu-là, là, de un peu de perte de contrôle. Fait que, super, merci pour ces conseils-là. Puis, Marc-Alexandre, conclure cette question-là? Bien, premièrement, il y a un petit peu une bonne nouvelle. Statistiquement, à 18 ans, oui, tu te retrouves dans la majorité, dans la catégorie majoritaire des jeunes qui s'inquiètent de leur temps d'écran.
C'est une réalité générationnelle en ce moment. Et puis, on sait que si on s'inquiète, c'est qu'on voit qu'il y a un comportement qu'on pourrait faire autrement. Deuxièmement, à 18 ans, je n'avais pas accès à tous ces appareils-là et ma vie n'était pas plus équilibrée probablement. 18 ans plus tard, le téléphone prend encore le dessus parfois et il est question de rééquilibrer. Je comprends. Et ça, c'est sans nier rien de ce qui a été dit parce que je pense que les conseils ont été très bons jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je prenne la parole. Mais comme on sait que c'est une tendance et qu'on s'inquiète de ça, là, je vais peut-être adresser les parents. Il y a aussi une bonne nouvelle. Toutes nos recherches démontrent que les jeunes se préoccupent beaucoup plus de la réalité numérique qu'on pourrait le croire. Ils ne se foutent pas de la réalité numérique. En fait, le partage des données, la vie privée en ligne, le temps d'écran, la santé mentale sont tous des sujets qui les préoccupent et ça veut dire qu'on a la chance d'en parler. Donc, comme on a déjà dit, écoute, du soutien parental et thérapeutique, ça vaut son poids en or, c'est certain, mais aussi d'être capable d'en parler justement et de se créer des nouvelles habitudes. N'oubliez pas que si nos deux mains sont occupées à faire quelque chose, elles ne peuvent pas être sur notre téléphone. Oui, vraiment, ben, c'est très intéressant. Puis oui, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait finalement autre que l'écran qui est intéressant. Puis des fois, on le constate quand on discute avec des adolescents de être inscrit dans une équipe de sport, une équipe d'impro, du théâtre ou des choses comme ça. Ça peut être aussi, au lieu d'être dans une perspective d'interdire, de favoriser là, les autres activités. Et ça nous amènerait déjà à notre dernière question. Et avant d'aller se tourner vers le public, vers les personnes qui sont présentes, s'il y a des gens en ligne qui veulent poser des questions également, on va les prendre. Fait qu'on va... la dernière question qui est aussi anonyme, qui est une question très large, fait que prenez-la dans l'angle que vous voulez. On dit... Comment les écrans peuvent avoir un impact sur la capacité à communiquer des jeunes? Puis on précise pas si c'est... Puis c'est un jeune qui se la pose. Puis on précise pas si c'est positivement ou négativement. Donc, la capacité de communiquer. Notre capacité de communiquer, là, quand on est jeune à l'adolescence, en plus, on se définit de plus en plus par nos amis, c'est important. On veut communiquer avec des personnes qui habitent pas dans les quatre murs de notre maison, souvent. Donc, d'où le fait qu'on se réjouit d'avoir les technologies. Puis, en fait, qu'est-ce que le numérique a eu comme impact sur nos moyens de communication? Ça va être beaucoup ça nous a donné plus d'options. Donc, avant, on pouvait aller en face à face. Et ensuite, on pouvait aller cogner à la porte de chez nos amis. Ensuite, on pouvait s'appeler avec le téléphone, se donner un point de rendez-vous. Après, on pouvait se texter, mais c'était super lent. Maintenant, on a des beaux claviers. Donc là, on peut se parler par notre téléphone. On peut FaceTime, utiliser Snapchat avec une image, avec un filtre, aller sur Messenger, se texter, etc. Donc, ça a multiplié les manières qu'on peut communiquer avec les gens. Puis oui, ça complexifie la situation. Mais ça veut pas dire nécessairement que c'est négatif, mais juste que pour communiquer, on a vraiment l'option d'y aller par écrit. Là. Puis ça a des avantages et des inconvénients. Avantage, tu traînes un peu tes amis dans tes poches ou tu peux te parler en tout lieu, en tout temps. Désavantage, tu peux parler à tout le monde tout le temps. Donc, pour les pauses, c'est pas super. Mais donc... souvent, ce que les jeunes vont nous dire, c'est que c'est le fun par écrit parce que je peux réfléchir à mon message, je peux lire la réponse de quelqu'un, réfléchir, répondre comme j'en ai envie, alors qu'en face à face, on est en direct. Mais il y a quelque chose, oui, peut-être de stressant à être en direct pour avoir certaines conversations parce qu'il faut agir, il faut répondre tout de suite, mais en même temps, il y a quelque chose de magique là-dedans parce qu'il y a plus de spontanéité, on a accès au ton de la voix de la personne, on peut se toucher, on l'a vécu avec la pandémie qu'à un moment donné, les communications à distance, ça fait son temps. Donc, je le vois plutôt en complémentarité de se poser une question de c'est quoi les avantages, les inconvénients de chaque mode de communication, dans quel contexte sont pertinents, puis où est-ce que dans les communications numériques, là, texto, message, où est-ce que je peux mettre mes limites pour pas qu'il y ait de quiproquo avec mes amis quand je veux prendre une pause, que je sens que je réponds pas, ou que je suis occupée à faire autre chose, puis que ça soit pas mal interprété. Puis de toujours conserver des moments face à face, si c'est possible, si la personne habite proche, parce que c'est ça qui nous amène souvent, qui nous satisfait le plus, là, puis les études le montrent, qui va avoir un bon impact sur notre bien-être quand on a des contacts là, avec nos amis en personne.
Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. J'ajouterais que, on parle beaucoup de droit à la déconnexion de plus en plus, en tout cas dans notre société. Puis je pense que les jeunes aussi ont le droit à la déconnexion. Puis il y a quelque chose de très lourd du fait d'être constamment joignable. Puis c'est vraiment comme elle a mentionné, c'est autant un avantage qu'on peut parler à tout le monde tout le temps, mais on peut aussi tout le temps être joint et tout le temps devoir regarder pour voir s'il y a quelqu'un qui nous a écrit. Puis j'avais fait un atelier un moment donné en collaboration avec un organisme Perspective Jeunesse. Et c'est ça que le jeune nous parlait, là, de cette espèce de sentiment d'être redevable envers ses amis, ses enseignants, parce que puis des plateformes aussi, son travail, parce que là, il était fin secondaire et en plus, ça devenait, là, je l'écoutais parler puis je me disais, mon Dieu, je me sens moins essoufflée, tu sais, à toutes les responsabilités que tu as à 16 ans. Ça, c'est lourd. Fait que c'est un petit peu ça, c'est d'être capable de mettre tes limites. Et encore une fois, en tant qu'adulte, c'est difficile. Fait qu'imagine quand on est adolescent, de devoir le faire aussi avec nos amis, puis de se dire, en tout cas, ou je sais pas, insérer d'une certaine façon dans nos discours avec les jeunes qu'on a le droit de des fois prendre un moment pour nous, de se concentrer sur soi et sur être pleinement présent dans ce qu'on est en train de vivre. Puis ça peut être de se mettre en mode avion. Il y a plein de différents trucs qu'on pourrait donner, là, mais c'est ça, de se permettre finalement ce temps-là pour juste mieux se reconnecter plus tard, mais c'est ça, se l'accorder à nous-mêmes finalement, là, cette paix-là qu'on a besoin de temps en temps. Oui, puis désactiver les notifications aussi. Puis, sais-tu, dans une communication hier, on disait que c'était pas fait tant que ça, finalement, de désactiver. Je me rappelle plus si c'est hier qu'on a dit ça, mais qu'on sait que c'est ça qu'on devrait faire, là, d'enlever la petite lumière rouge ou l'effet sonore, mais que finalement, quand vient le temps de le mettre en pratique, ben, tu sais, c'est pas toujours ça qu'on fait. Puis, les enjeux de surcharge cognitive aussi, un peu, qui sous-entend ce que vous avez dit tous les deux, là. Donc, Marc, également. La communication, c'est tellement large, hein? On a déjà touché là-dessus, puis je vais juste répéter certains éléments en partant parce que c'est vrai, en passant, eux-mêmes, c'est une communication. C'est une façon de communiquer. En fait, c'est une façon de communiquer assez créative. On va chercher des images, des concepts existants. On essaie de communiquer quelque chose qui nous intéresse. Probablement que si on le trouve drôle, un rapport humoristique. Si on est en train de décrire une injustice, ça parle d'une certaine action sociale. Il y en a beaucoup à communiquer à l'intérieur d'un fichier de quelques megs. Puis, ça veut dire qu'il faut aussi être capable, si on veut dire aider les gens à communiquer, de décrypter un petit peu ces messages-là. Et les meilleurs moyens qui existent, c'est ceux qui existent depuis, je ne sais pas moi, des milliers d'années. On pose des questions par rapport à ce qui a été créé. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu as aimé ça? Est-ce que tu veux-tu en parler? Tu peux-tu me montrer le groupe auquel tu t'intéresses? Parle-moi de tes hobbies, embarquons là-dedans. Si c'est parce que quelqu'un ne répond pas à son téléphone, le lendemain, peut-être qu'on le voit puis on le félicite de ne pas avoir répondu à son téléphone parce qu'il est en train de prendre du temps de déconnexion puis on ne le savait pas, mais ça lui fait du bien. Ça respecte peut-être la santé mentale, on ne le sait jamais. Bref, on s'informe sur la personne, sur ses intérêts. Ça reste les mêmes techniques, mais ça devient de plus en plus angoissant quand on se sent qu'on devrait répondre toujours immédiatement. Puis je comprends. Le plus de temps que quelqu'un met à répondre à quelque chose, même si on est juste en train de travailler sur un projet professionnel, là, ben, une journée de plus, puis ça crée un décalage sur tout un horaire. On s'entend que ça peut être stressant, mais ça s'applique aussi dans nos communications sociales. Une journée de plus, puis là, je ne sais plus où est-ce que je me tiens avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça veut dire qu'il faut que je sois capable aussi de communiquer ça, puis d'être franc avec moi-même ou avec l'autre. C'est sûr qu'on n'est pas ici en train de parler nécessairement de littératie média quand je parle de communication, mais je parle quand même de l'effet de cette technologie-là sur nos méthodes de communication classiques qui restent celles qu'on doit emprunter parce que là, la recherche le démontre très, très clairement. Nos vies sociales en ligne ne sont pas séparées de nos vies sociales hors ligne. Elles en sont simplement une extension. Peut-être je rajouterais en terminant, parce qu'on a parlé beaucoup de communication interpersonnelle, puis en vous écoutant, ça me faisait penser aussi à beaucoup d'exemples que les ados nous donnent en atelier, qui est toutes celles des communautés virtuelles ou des communautés de joueurs, de jouer en ligne, de se faire des amis quand tu joues à un jeu, d'avoir vraiment comme un esprit d'équipe, de devoir t'organiser avec des personnes que tu connais pas. Il y a quelque chose de trippant des fois de savoir que tu joues avec quelqu'un qui est en Europe, puis quelqu'un qui est dans le reste du Canada, puis là que vous arrivez à
faire quelque chose de rendre votre objectif, puis c'est le fun, puis ça peut être super gratifiant. Puis même chose pour des communautés, peut-être plus sur des forums, Discord, les réseaux sociaux, etc., où tu peux partager des situations que tu vis, mais qui sont pas nécessairement partagées par des personnes de ton entourage physique, par tes amis à l'école ou par ta famille. Il y a des études scientifiques sur lesquelles on s'est penché qui regardaient des communautés des personnes LGBTQ+, où, mettons, moi, je me questionne sur mon identité de genre ou sur mon orientation sexuelle, puis je suis pas nécessairement à l'aise d'en parler tout de suite avec les personnes autour de moi parce que c'est des réflexions, tu sais, vraiment personnelles. Donc, à ce moment-là, Internet, en vérifiant nos sources, bien sûr, on en a parlé, peut m'ouvrir la porte à aller chercher des expériences semblables aux miennes. Puis là, ça, c'est le fun parce que ça élargit un horizon qu'il n'y avait pas avant les technologies. Mais c'est clair que encore une fois, on valorise le face-à-face beaucoup, mais il y a des nouvelles opportunités aussi de relations sociales qui n'étaient pas là avant. Là. Parce que je me dis, peut-être la seule chose qu'on n'a pas mentionnée encore, c'est comment, en fait, la technologie affecte aussi nos communications en face-à-face. Ouais. Quand que nos appareils sollicitent notre attention et que là, on sort de ce qu'on est en train de faire pour répondre à quelque chose d'autre qui est... en tout cas, fait que, tu sais, mais c'est ça. Là, aussi, je pense que des petites questions comme des fois, avoir le réflexe de se dire, est-ce que ça peut attendre? Est-ce qu'il faut que je réponde tout de suite à ce qui est dans mes poches versus continuer ma discussion avec la personne en avant de moi? Puis si je réponds, ça l'envoie un message. Donc, est-ce que je peux justifier qu'est-ce que je suis en train de faire pour pas que ça soit mal interprété? Mais c'est ça, je pense que ça affecte nos façons de communiquer de diverses manières. Oui. Non, mais c'est vrai parce que dans toutes les lois, le droit à la déconnexion, on parle de ça de plus en plus, mais cette idée-là que quand on est à la maison, on se sent pas complètement à la maison, puis quand on est au travail, on se sent pas complètement au travail. Là, c'est des préoccupations d'adultes, là, ce volet-là, mais il y a vraiment ça derrière, effectivement. Puis des fois, la susceptibilité aussi avec les amis, tu sais, les groupes d'amis, bon, il y en a un qui est sur son sel, est-ce qu'il était fâché, est-ce qu'il voulait, tu sais, donc ça peut créer de l'interprétation aussi. Puis je vous remercie énormément pour vos propos tellement riches et intéressants. Il nous restera un beau 15 minutes pour prendre des questions des gens qu'on a, puis on a des gens très experts et de la haute voltige dans la salle. Donc, n'hésitez surtout pas à réagir aussi aux propos. Puis, ben là, le chat, je le vois pas présentement, mais si jamais il y a des gens en ligne aussi qui veulent poser des questions ou réagir. Donc, je vais faire circuler le micro. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient poser des questions ou juste converser un tout petit peu avec nos experts en ligne? Non? Vous n'avez pas ou des réponses qui vous ont fait réagir plus que d'autres? Charles, tu n'avais pas un élément à nous? Oui. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup apprécié tous les éléments que vous avez apportés. J'avais une question qui réagit par rapport à quelque chose qu'Emmanuel a dit tout à l'heure, mais après, les trois peuvent répondre. C'était par rapport à, je sais plus quelle était la question posée par le jeune, mais la réponse était, je crois que c'était par rapport à la beauté ou, en fait, tu fais comme tu veux. Enfin, je n'étais pas obligée. C'est pas parce que les autres le font que toi tu peux le faire. Mais j'ai l'impression que c'est un âge où c'est difficile. Enfin, ça, c'est presque une réaction d'adulte, en fait. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou par rapport à ce que vous observez dans les pratiques ou dans les discours des jeunes, si ça peut être considéré comme une solution recevable, de dire, en fait, c'est mon choix et je peux vraiment ne pas, en fait, rentrer dans des pratiques qui sont partagées par mes pairs, en fait. Ben, moi, je peux répondre en passant plus aux résultats de mon doctorat que j'ai présenté hier. Et puis, c'était quelque chose, dès qu'on parlait de publication sur les réseaux sociaux, c'était la chose qui ressortait le plus. Donc là, c'est des jeunes de 14 à 17 ans, donc plus vieux, qui ont eu des réseaux sociaux depuis quand même un certain temps, qui ont eu à adapter leur utilisation. Puis, souvent, ce qui ressortait beaucoup, c'était « il faut que tu sois authentique ». Puis, il y en avait vraiment beaucoup qui ne publiaient pas du tout. Mais c'est aussi, on a un biais dès qu'on ouvre les réseaux sociaux, on voit juste les gens qui publient. On n'a pas, Emmanuel n'a pas publié aujourd'hui, Marie-Pierre n'a pas publié aujourd'hui, Caroline n'a pas publié aujourd'hui. On a juste, Marc a partagé aujourd'hui qu'il était à un panel. Donc,
on a l'impression que les gens publient alors que c'est pas nécessairement le cas. Puis les personnes les ados qui m'ont parlé qui publiaient pas, même des fois, il y avait c'était une prise de position, là. Tu sais, de dire, moi, je publie pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi le monde devrait savoir que je suis allée au cinéma? On s'en fout. Donc, tu sais, c'était vraiment, tu voyais que c'était en réaction, là, puis que c'était assumé comme décision. Mais, justement, la réaction montre aussi que ils la sentent, cette pression-là de publier, puis ils la sentent non seulement de leur père, je veux dire inconsciemment, là, parce qu'ils les voient publier, que de la plateforme aussi, parce que la plateforme va t'envoyer « Faites votre première publication. Comment allez-vous aujourd'hui? » Donc, ils la ressentent, cette pression-là. Puis il faut... Puis il y a une autre fille aussi qui me donnait un exemple de... avant, elle publiait pour être comme ses amis, puis là, la vie avait fait qu'elle se retrouvait dans un autre groupe, puis que là... Elle dit, c'est merveilleux, je suis comme libérée d'une pression de publier. Aujourd'hui, je fais vraiment juste ce que je veux, puis ça me fait grand bien. Donc, je pense qu'ils sont dans ces réflexions-là. Évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a clairement cette tension-là que je crois qu'ils sont... Puis ça, même avant Internet, là, toutes les études sur les ados le documentent, le fait d'être authentique versus d'être conforme, être comme les autres, mais être soi, savoir qui on est, mais bon. Donc, ça s'inscrit dans des questions qui se posent. Après, le faire, c'est une autre histoire. Je pense, tu sais, en tout cas, ce que vous avez mentionné, c'est ça. Est-ce que vraiment ils sont capables de se distancer, d'avoir cette distance-là ou de se dire c'est des standards de beauté qui sont inatteignables? Je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on mentionnait par rapport aux émotions qu'on peut vivre quand on est exposé à certaines choses, même si on sait que ces choses-là ne sont pas vraies, ne sont pas réelles, que c'est des filtres. Je pense que les émotions qui sont générées sont inévitables, tu sais, c'est difficile. Je pense pas que ça se contrôle. Tu sais, après ça, faire la part des choses à cet âge-là non plus, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est plus difficile à faire. Donc, en tout cas, dans les suggestions vers quoi on tend de plus en plus avec notre projet pour Pause, c'est de parler d'utilisation plus consciente et plus intentionnelle, donc de jouer dans les algorithmes et de masquer des choses quand on réalise que ça nous fait sentir pas bien, quand on n'est pas à l'aise avec ça, puis d'essayer de faire en sorte que le contenu auquel on est exposé est un contenu qui favorise plus notre bien-être. Parce qu'on va être influencé par ça de toute façon. Tu sais. Puis après ça, ben, c'est des conversations, des parents, des discussions avec... Je suis tout le temps en train de dire ça, mais des échanges qui font en sorte qu'on réfléchit à l'influence que ça a. Parce que ça a une influence. On est tous influençables dans la vie en général. Tu sais. Puis si on veut être en contact avec les gens et on est influencé, nos habitudes, la façon qu'on se comporte, comment qu'on juge, comment qu'on se voit. Donc, c'est ça, c'est inévitable, mais plus qu'on en jase avec eux, je pense plus qu'on en vient à voir le rôle que ça peut avoir et agir un peu comme l'adulte, comme modérateur un petit peu dans tout ça. C'est une parole que je reprends souvent dans des contextes comme celui-ci. Quelques centaines d'années où ça a été dit, puis ça reste applicable. Si je fais un cauchemar le soir et que je me réveille en sueur, je ne peux être certain de rien, ni de la vérité de ce qui m'entoure, ni de ce que j'ai vécu, mais je peux être certain d'une chose, et c'est le sentiment de peur qui m'habite. Ce sentiment-là est réel. Donc, face aux images et la façon qu'on se retrouve, les sentiments qui sont éllicités sont vrais. Et il faut être capable de les adresser. C'est sûr que dans mon cas, et vu la mission d'Abilo Média, on retrouve beaucoup cette solution-là dans l'aspect pédagogique. Donc, de mettre bien au clair et de pratiquer de façon avec un aspect créatif, vraiment, ce qu'on rentre dans l'usage des médias et qu'on peut construire ou reconstruire une image jusqu'à ce qu'elle soit à notre goût, etc., pour montrer à quel point ces images-là sont fabriquées. Ça ne va pas changer nécessairement les sentiments qu'on va avoir face à ces images-là, mais ça va nous donner un réflexe de discernement qui peut ensuite mener à ce qu'on a déjà discuté. Je n'aurais pas besoin de répéter, mais il faut que ce soit enseigné de façon explicite. Il faut que ça fasse partie des cursus scolaires parce que, écoutez, l'école, c'est quoi, la deuxième plus grande zone de socialisation de la vie d'un enfant. Et puis, c'est là en plus, avec leur père, qu'ils vont pouvoir aller chercher les mêmes leçons et pouvoir ensuite affecter leurs environnements numériques, contrôler la façon que les algorithmes les approchent et comprendre aussi que les algorithmes existent par la cueillette de données puis ils font des recommandations basées là-dessus pour justement aller solliciter des réactions fortes. Merci beaucoup pour les réponses. Puis le caractère d'être un être social, hein, finalement, puis d'être
tu as parlé des milieux de socialisation. Puis même, je trouvais ça intéressant quand tu répondais des fois, même les publications, les gens ne publieront pas souvent, puis là, ils vont publier je ne publie pas souvent, mais le début de la publication, puis il y a tout ce souci-là de qu'est-ce que les gens vont penser, vu que là, je publie tout à coup. Fait que c'est super intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de personnes dans la salle? Des commentaires, des réactions? Peut-être Oui, Caroline, on a la chance d'avoir Caroline Fitzpatrick avec nous aujourd'hui. Question très ouverte. Je reviens à la question du départ sur le temps d'écran, puis c'est quoi un écran. Puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'ai récemment été contactée pour parler des effets nocifs des assistants intelligents. Donc ici, il n'y a pas d'écran. J'imagine, c'est du numérique, c'est du média, c'est des contenus en ligne. Fait que, qu'est-ce qu'on en fait de ces genres de technologies-là nouvelles qui évoluent, qui apparaissent de plus en plus aussi dans les foyers? Est-ce que on les compte comme du temps d'écran? Est-ce que c'est quelque chose d'apport? Qu'est-ce que vous pensez? Très bonne question. Ben, tu sais, moi, je dirais que oui. C'est pas un écran. Réponse rapide, oui. Réponse plus longue, on sait pas ça va ressembler à quoi, tu sais, les innovations technologiques. Puis, t'sais, au début, quand on regarde dans la science, au début, on appelait ça les nouveaux médias. Là, OK, ils sont plus si nouveaux que ça, dans le sens qu'il y en a des nouveaux, il y en a des anciens. Donc, le vocabulaire, il évolue. Puis, tu sais, moi, je vois un peu comme que c'est un mot, même de parler d'écran, je trouve que c'est vieux un peu, puis que souvent, ça nous limite. Quand on veut parler de choses plus spécifiques, comme je disais, comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, puis là, les assistants vocaux. Donc, peut-être que notre langage, là, ça va peut-être être plus de parler de numérique ou d'appareil numérique, puis que le mot écran va être peut-être né à disparaître un petit peu parce que, en plus, l'impact des écrans, tu sais, puis les jeunes, on vient parler devant eux, sont très vite à aller confronter qu'est-ce qu'on dit puis à aller pointer, tu sais, les limites de ce qu'on fait. Tu sais, quand tu conduis, on n'a pas le droit d'avoir notre téléphone. Mais là, j'étais dans la Tesla d'un ami récemment, puis là, l'écran est énorme. C'est comme plus gros que mon ordinateur portable. T'es dans une voiture. Ça, c'est pas terminé, tu sais, avec la médiatisation de toutes nos pratiques. Moi, je m'attends à ce que mon frigo, dans une couple d'années, ait un énorme écran également, que ma cafetière ait un écran, que ma bouilloire ait un écran. Donc là, on pourra pas parler de l'impact des écrans puis du temps d'écran si on est comme non, c'est pas quand tu verses ton lait dans ton frigo. Bref. Je m'emporte dans mon image, mais non, c'est une super bonne question à se poser, puis j'aurais tendance à l'embarquer parce que ça reste une propriété souvent des grandes sociétés technologiques qui fonctionnent sur un modèle économique de collecte de données. Donc, c'est pour ça que je l'embarque avec les autres, parce que les données qui vont être prises par Alphabet, par Google, dans cet assistant vocaux-là, ou celui d'Amazon, vont être réutilisées dans les autres plateformes qu'ils ont. Fait que je vais pas me mettre à faire de différence entre les données qui sont compilés là ou dans un autre. Puis qui sait si on n'aura pas de la pub aussi sur ton frigo, de la publicité ciblée, ça va peut-être venir qu'à être aussi... Il n'y a plus de viande froide. Pensez-vous acheter de la viande froide de marque? Mais carrément oui. C'est exactement comme finalement, quand on parle de l'écran, on parle, et là, j'espère que j'utilise la bonne terminologie, de participation à l'économie numérique. C'est juste ça. Donc, plus on se connecte, plus on participe à cette économie-là, plus c'est du temps d'écran. C'est sûr que ça passe moins peut-être par nos médiums typiques de la vue, parce qu'on associe beaucoup à la vue, hein? Par rapport à notre participation, mais par l'ouïe, par le fait d'être en train de parler à mon appareil, etc., je suis en train de participer à cette même économie de mon attention et des données qui existaient déjà. C'est juste un nouveau médium. Donc, ça reste ce qu'on appelle classiquement du temps d'écran, mais je suis d'accord avec toi, c'est dépassé comme terme. J'aurais tendance, moi, à le classifier dans un type d'activité en ligne, qui se fait en ligne, mais c'est sûr que là, quand on parle de frigo avec des écrans, des choses comme ça, moi, en tout cas, dans la façon que je me positionne par rapport à ça, c'est vraiment les méfaits. Quel méfait est répertorié par rapport à ça? Comme par exemple l'utilisation du GPS
il y a peu d'études, en tout cas, qui regardent spécifiquement les méfaits associés à l'utilisation du GPS. Ça se peut que la personne soit moins capable de s'orienter de façon naturelle, là. Mais disons qu'en termes de gravité ou de sévérité, c'est pas ce sur quoi on s'arrête. Fait que quand on parle aux jeunes, puis qu'on leur parle d'une journée de déconnexion, puis qu'ils nous disent « Oui, mais j'ai besoin de mon GPS », on fait « Tu t'en sers de ton GPS », c'est pas de ça qu'on parle nécessairement. Mais c'est sûr que si ça fait 2 heures que tu es sur ton GPS, là, on est rendu ailleurs. Tu sais, mais c'est ça, c'est des fois, c'est d'identifier un petit peu le point de bascule, là, où là, on bascule de quelque chose qui est un outil qui a une certaine utilité vers une utilisation qui devient malsaine et qui produit des effets négatifs. Puis c'est difficile d'en arriver, c'est ça, à voir vraiment là, cette délimitation-là, surtout quand c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc, on a de la misère, là, tu sais. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit là, qu'on devrait prendre un temps d'arrêt là, pour essayer d'évaluer, je me rappelle plus c'est qui, là, l'utilisation des intelligences artificielles pour voir quel type d'impact que ça peut avoir. Parce qu'en même temps, puis dans le but de pas vraiment, tu sais, de vous montrer que moi, je démonise pas du tout ça, c'est des outils, des moteurs de recherche qui sont super puissants puis qui peuvent nous faciliter la vie, là, surtout même dans nos domaines, là, grandement là, pour filtrer là, ce qu'on a de besoin ou nous orienter dans des bonnes directions, nous aider même à faire des plans de cours. Je vous dis, il y a vraiment des bonnes utilités, là. Mais c'est ça, c'est d'essayer de voir c'est ça, entre l'utile et le malsain, où on se positionne. Puis ta réponse me faisait penser, je ne sais pas si c'est de Caroline que je l'ai entendu, mais de varier des fois, dans des cas pour éviter la dépendance, de varier les outils, tout ça, puis justement, est-ce que le GPS, ben là, ça implique aussi des coûts, là, je vais être en train d'augmenter les factures des parents, mais des fois, d'avoir un GPS, d'avoir, moi, des fois, je me suis acheté un petit radio pour écouter la radio, je me suis acheté un réveil matin aussi, là, ma fameuse lampe, donc, tu sais, d'avoir d'autres objets que seulement le téléphone pour faire toutes ces fonctionnalités-là. Des fois, ça permet peut-être au cerveau de varier un peu les outils. Non, les outils. Donc, super. Donc, on avait peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce qu'on avait Mathieu, Charles? Bon, mais Mathieu et Charles. Moi, c'était plus un commentaire sur les assistants vocaux. Moi, je me pose la question, j'ai une petite crainte, mais c'est une crainte anticipée, qu'il n'y ait pas un effritement des compétences, puis ça, c'est pas juste les jeunes, toute la population, en matière de recherche et d'analyse d'informations. Tu sais, quand tu utilises des mots-clés, tu trouves une information, le fait de l'avoir par écrit, tu as une distance, tu as le temps de te poser des questions. Quand tu formules une question, puis que tu as une réponse. En tout cas, moi, pour les fois que j'ai posé des questions à des assistants vocaux, les réponses sont très générales et évasives. Puis là, ça se passe tellement vite que tu n'as pas le temps d'avoir une distance critique. J'ai comme peur que ça dilue déjà des compétences informationnelles des gens qui sont déjà pas toujours bonnes chez toute la population. Mais c'est pas fou pareil parce que c'est une question qu'on devrait se poser. Mais la première affaire qui me vient en tête, c'est quelle est la portion de la population qui ont les capacités critiques devant un texte, etc., qui la pratiquent régulièrement, comparé à ceux qui ne s'en servaient peut-être moins dans une journée. Puis là, ça fait juste carrément partie de ce qu'on pourrait dire la visuelle. Donc, cette technologie-là, maintenant, leur donne la possibilité d'avoir accès à des informations. Maintenant, j'ai utilisé le mot commodité tantôt, puis je reviens. Je pense que le risque, c'est vraiment ça, cette commodité-là de réponse évasive, de répéter un petit peu par les mots-clés ce qu'il y aurait de plus facile à dire. Mais je pense pas que c'est la technologie qui va faire là la grande différence plutôt que l'éducation de l'utilisation de cette technologie-là. Bonjour à vous trois. Merci pour vos interventions. Je vous ai trouvé très pertinents. Très content de vous avoir cet après-midi. J'avais une question. On va peut-être avoir un petit préambule. Désolé, je prends beaucoup de temps. Je suis un peu comme ça. On parle beaucoup de temps d'écran depuis le début de la conversation, ce qui est extrêmement pertinent. Je trouve qu'on ne parle pas assez de culture numérique parce que on sait, les jeunes, avec les écrans, socialisent, communiquent. Ils vivent une grande partie, surtout les adolescents, un peu au primaire, mais surtout les adolescents, vivent une grande partie de leur développement identitaire et de leur socialisation en ligne. Et c'est une réalité qui était déjà présente auparavant, mais qui l'est encore plus aujourd'hui. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on ne sait pas exactement
nous, en tant qu'adultes ici, c'est quoi être un adolescent en 2023 qui socialise, qui se développe en ligne? Donc, et souvent, dans ce temps-là, quand il est question d'intervenir, de faire développer un esprit critique par rapport à l'utilisation du numérique, il peut y avoir une certaine crainte de la part des adolescents d'un jugement de la part des adultes, de dire, bon, on vient encore me dire que mon utilisation des écrans n'est pas correcte, ainsi de suite. Donc, moi, je me demandais si vous aviez comme des stratégies pour intervenir sans suspendre le jugement. Je ne pense pas que c'est impossible, mais peut-être de neutraliser notre jugement, puis vraiment des stratégies pour interagir, dialoguer avec les jeunes et développer cet esprit critique-là. Parce que je pense que c'est une chose que beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants même aimeraient savoir. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Modélisation, modération, conversation. 4 compétences de base chez les adultes qui... écoute, j'étais adolescent en 2000, puis je sais même pas c'était quoi être adolescent en 2000. Fait que c'est sûr que je ne sais pas c'est quoi être adolescent en 2023. C'est une expérience qu'on sait qui est aliénante. Encore plus avec toutes ces questions de polarisation, etc., et d'usage des écrans, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain. Et c'est vraiment pour ça que, vraiment, à Bilomédia, l'approche fondamentale, c'est ce qu'on va dire l'approche créative. Donc, de reconnaître qu'on se sert de cette technologie-là, puis ce qu'on veut faire, c'est un usage sain. Ça veut dire d'avoir des conversations, ça veut dire de s'intéresser, ça veut dire de créer ensemble, ça veut dire de laisser aux jeunes le temps d'enseigner aux parents comment se servir de la technologie. Puis oui, je le sais, je me souviens d'avoir été celui qui était obligé de programmer le VHS. Et oui, c'est un sentiment transférable à l'utilisation de la technologie d'aujourd'hui. Et aux parents, de son côté, c'est que faut que les bottines suivent les babines. Donc, les règlements qu'on met en place pour les jeunes doivent être pratiqués à la maison. Si on ne dit pas de téléphone cellulaire à la table, il faut laisser son téléphone cellulaire aussi quand on va souper et qu'on ne prenne pas le temps de prendre un appel parce que c'est très, très important. Non, si on décide que le repas, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait. Si on dit qu'il faut faire des usages sains et de ne pas mettre des photos, d'abord, si j'ai l'intention de publier une photo avec l'image de mon enfant, il faut que je lui demande la permission avant pour être certain qu'on va vraiment pratiquer ce qu'on impose dans le règlement. Et après ça, il faut être capable justement de s'intéresser à ce qu'on fait en ligne. Et c'est peut-être pas fou non plus d'avoir un contrat en place qui dit que, surtout avec les adolescents, écoute, je te laisse ton mot de passe, etc., je veux le connaître, je le garde dans un tiroir, je n'irai jamais t'espionner sur ton appareil, mais si j'ai l'impression qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose de sérieux, parce qu'il peut y avoir, il faut le reconnaître, des situations sérieuses où on se sent peut-être un petit peu trop à l'envers pour aller voir quelqu'un. Là, le parent peut aller voir et s'informer de ce qui se passe et surtout de ne pas blâmer le jeune immédiatement, mais de commencer par l'empathie ensuite pour voir ce qui s'est passé et comprendre la situation. J'ajouterais de développer un intérêt, tu sais, envers, c'est ça, ce que son jeune est en train de faire. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, les nouvelles, c'est plate pour lui. Bon, mais c'est qu'est-ce qui est intéressant pour lui? Si je m'intéresse à lui, mais je m'intéresse à ce qui s'intéresse pour pouvoir, après ça, en discuter, revenir sur ces sujets-là. Donc, je pense que ça, c'est important. Le type de langage, si on va avoir un langage bienveillant qui est pas teinté de jugement, on va pas parler de vraie vie, de monde réel. On va parler de hors ligne, en ligne, parce que les deux sont aussi réels, ce que tu avais mentionné aussi précédemment. Et donc, tu sais, puis je t'ai pas mal dit beaucoup des choses, tu sais, d'agir à titre de modèle. Tu sais, on est la première personne, là, finalement, qui, même si des fois on a l'impression de pas être si important que ça, il nous regarde et c'est important. Et donc, c'est sûr qu'il faut être cohérent dans la manière qu'on agit là, finalement avec notre propre utilisation des écrans. Et d'avoir une utilisation, tu sais, c'est ça, c'est bon. Et il y a des risques. Donc, comment en arriver à comprendre, être plus conscient dans notre usage des écrans pour maximiser tous les avantages puis minimiser les risques. Tu sais, puis c'est un peu ça. Les aider dans ça, puis nous aussi le faire. Oui, ben merci pour vos réponses. Là, c'est vraiment
intéressant de l'entendre dans vos mots et tout. Puis, fait que c'est sûr que dans le langage aussi, de pas généraliser les jeunes, même si en tant qu'adulte, on a un pas de recul, puis des fois, ça nous permet vraiment d'avoir des réflexions plus sociales sur, hey, me semble, tu sais, le fameux dans mon temps, c'était pas de même, ça, c'est-tu leur génération, mais de pas leur arriver avec nos constats philosophiques de vous, les jeunes. Tu sais, souvent, tu veux pas te faire mettre dans le même panier que tout le monde. Donc, de reconnaître un peu l'individualité de chacun pour être à l'écoute, on l'a vu. Puis aussi, dans ta posture avec les jeunes, de reconnaître que, tu sais, on t'a nommé en plus l'empathie, d'être empathique, qu'eux, ils vivent leur adolescence. Peut-être qu'ils comprennent même pas ce qui se passe en ce moment. J'aime beaucoup d'ailleurs que tu dis, même moi, je sais pas c'est quoi l'adolescence dans les années que je l'ai vécue. C'est tellement, moi, j'entends là de l'humilité, là. Donc, quand tu vas dans une classe, de pas agir comme si tu connaissais toutes les personnes devant toi puis leurs pratiques puis que c'est toutes les mêmes, puis de respecter que toi aussi tu vas avoir une certaine ignorance. Donc c'est normal de pas tout connaître de la culture numérique, puis si disons je connais Fortnite, de pas tout le temps parler de ouais Fortnite c'est comme ça, ils savent, ils sentent quand tu fakes que tu connais des affaires puis que tu connais pas. Donc tu sais d'être fidèle à soi-même, deux être empathique avec leur situation, puis de pas genre les généraliser, puis même si on reconnaît des fois que en temps, mettons là je pense surtout au personnel d'une école, tu sais même quand on reconnaît que des fois on a l'impression qu'il y a un impact disons sur l'attention avec les téléphones puis qu'on remarque la problématique, mais de les amener, eux, à avoir des réflexions là-dessus plutôt qu'arriver avec nos constats. Parce que nous, on le vit des fois dans des ateliers où on crée des conversations entre les jeunes. Tu vois la magie se passer où est-ce qu'ils disent « Ouais, j'ai l'impression que quand je fais deux choses en même temps, j'ai de la misère à faire juste une chose en même temps et tout. » Puis là, t'as le prof qui dit des affaires intelligentes, là, mais qui va arriver « Aujourd'hui, c'est pire qu'il y a 10 ans, puis c'est pire qu'il y a 20 ans. » Puis c'est quelque chose qui arrive souvent, là, des profs qui prennent parole comme ça. Puis ce que ça fait, c'est pas que c'est des belles réflexions, mais tu vois l'énergie de la classe descendre, puis une genre d'estime personnelle de comme hey, notre génération est donc une poche. Fait que oui, les jugements, les garder des fois pour soi, puis d'amener tu sais, les jeunes à jaser de qu'est-ce qu'on a le goût, qu'il y ait des réflexions critiques dessus au lieu de juste leur pousser dessus. Puis quand tu as dit les babines, les bottines suivent les babines, ça m'a fait penser à une belle étude en Suisse là, de 2017 sur... il était allé, bon, justement, interviewer plus la perspective des parents, tu sais, puis il se rendait compte que souvent les parents entre eux, ben, s'accusaient de leur temps d'écran mutuel, puis disaient que justement, il n'y avait pas nécessairement application... les règles familiales n'étaient pas nécessairement de la perspective des enfants appliquées par les parents eux-mêmes. Donc, une belle étude à consulter là, sur ces enjeux-là. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Donc, est-ce qu'il y avait peut-être un dernier commentaire? Sinon, on pourrait, c'est ça, se diriger vers la conclusion du panel. Donc, je vous remercie d'avoir répondu aux préoccupations que quelques jeunes là, de la province de Québec se posent par rapport au numérique. On veut par là encourager un dialogue, vraiment encourager là, un espace où les jeunes peuvent s'exprimer, peuvent poser leurs questions. Il y a un souci aussi avec la phase de vulgariser la science puis les contenus et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait faire par l'exercice d'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous laisser un petit mot si vous voulez conclure ou ajouter un dernier élément. Alors, je vous laisse chacun peut-être en quelques secondes, quelques minutes. Ben moi, en guise d'ouverture, c'est juste de dire que à la Fondation Le Ciel. Mais juste dire, je sais pas qui va écouter cette vidéo-là. On a parlé de centre de recherche, etc. Mais nous, on est tout le temps ouvert. On va dans les écoles. On est toujours ouvert à collaboration avec la recherche. Donc, on est gentille. Et écrivez-nous pour ça. Puis voilà, ça serait ça mon ouverture. Nous autres aussi, puis on est encore plus gentils et gentils. Non. Pardon. Oui, une dernière réflexion c'est peut-être pas venu dans les questions nécessairement. J'avais parlé qu'on est au courant que les jeunes se préoccupent beaucoup plus des questions reliées au numérique qu'on semblerait le croire. Plus que ça, on sait qu'il y a une pratique d'aller chercher différents comptes de réseaux sur différents réseaux sociaux. Oh là là! On a compris, afin d'explorer différentes identités sur chaque compte. Une façon vraiment de poursuivre cette recherche identitaire classique qui se fait maintenant de façon très créative. Et je veux juste prendre un instant pour applaudir cette pratique-là, parce que c'est vraiment... Il y a tellement d'espace pour aller chercher les images qui nous relient, de faire des liens avec les groupes qui peuvent nous intéresser.
J'encourage toujours de le faire de façon saine, c'est-à-dire de contrôler les contacts qui peuvent voir nos publications ou encore les groupes, de faire une recherche sur la validité du groupe activiste peut-être qui peut nous intéresser aussi. Mais de se servir de ces opportunités-là vraiment pour aller explorer ces identités-là pleinement. J'ai juste à dire bravo. C'est quelque chose que nous autres, on n'avait pas, évidemment, quand on était adolescents et que je pense est tellement créatif. Je vais en profiter, moi aussi, pour plugger un peu ce qu'on fait, dans le fond, parce que je pense que la clé, c'est de s'informer, mieux connaître les éléments, les impacts, comprendre la situation, comprendre comment que ça peut affecter notre bien-être en tant que parents, le bien-être de nos enfants. Puis après ça, agir pour mettre des petits coussins là, de protection autour de nous, puis être capable de, c'est ça, pleinement utiliser tous les aspects positifs que ça comporte. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait avec Pause. On a un site de référence qui est pausetonecran.com et qui donne beaucoup d'informations et donc et des outils concrets, pratico-pratiques, même des fois une liste de questions, 10 questions, comment aborder le sujet, comment ouvrir la parenthèse avec son jeune, puis comment faire en sorte que ça devienne une discussion naturelle éventuellement. Et donc, c'est des outils qui peuvent être utiles là, finalement pour les familles. Super. C'est ce qui conclut notre échange. Donc, merci à tout le monde pour votre attention. Et place maintenant au cocktail. Donc, c'est la prochaine étape de la journée. Donc, c'est vers là qu'on se dirige. Alors, merci beaucoup.